Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce très bel amphithéâtre du Palais des Congrès de Lorient pour cette soirée qui s'annonce tout à fait passionnante autour de l'effort de défense stratégique et enjeux géopolitiques. C'est l'intitulé qui a été donné à cette soirée, un petit peu en lancement de cette grande journée de commémoration qui va avoir lieu demain toute la journée et à laquelle j'imagine les uns et les autres vous avez déjà réservé dans de très riches programmes, beaucoup de rendez-vous passionnants. Je m'appelle Xavier de Montric, je suis journaliste et je suis très heureux d'être à vos côtés pour modérer cette soirée, vous permettre aussi d'y participer puisque on va prendre le temps d'un temps d'échange de questions avec la salle avec les deux conférenciers invités prestigieux qui vous font l'honneur et la joie d'être présents avec nous ce soir. Vous savez que cette soirée elle a été initiée à l'initiative de Fabrice Goer, ancien ministre et président de Lorient Agglomération Maire de Lorient, qui a souhaité donner cette tonalité importante dans l'actualité pour que nous réfléchissions ensemble sur cette notion d'effort de défense qui ici, évidemment, à Lorient, prend une résonance toute particulière au regard à la fois des distances de la ville, mais aussi de son actualité la plus immédiate. Et justement, et nous éclairer sur ces grands enjeux, on va avoir le plaisir d'accueillir dans quelques instants Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, qui est aujourd'hui, vous le savez, représentant personnel du président de la République pour le Liban et qui va nous partager la lecture du monde qu'il fait aujourd'hui, nourri de cette presque 15 ans et de sans discontinuité de présence au cœur de l'appareil d'État. Et à ses côtés, l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major particulier du président de la République de 2016 à 2020, qui est aussi chef d'état-major de la Marine nationale précédemment, de 2011 à 2016, avec lequel Jean-Yves Le Drian a travaillé très étroitement, et vous allez plus loin que vous aurez le compte au cours des échanges qui vont suivre dans quelques instants. N'oubliez pas, car l'amiral de me reprocherait de souligner que l'amiral Rogel est membre de l'Académie. À Denis Carré, il a récemment publié un livre dont je vous recommande chaleureusement la lecture, qui s'intitule tout simplement Un marin à l'Élysée, des sous-marins nucléaires au bureau du président. Ça, c'est sous-titré, c'est son sur Taillandier. Tout de suite, j'invite le président de Lorient Agglomération de Maire de Lorient, Fabrice Goer. Monsieur le ministre, venez à mes côtés pour ouvrir cette soirée. Je le disais en introduction, je vous donne un micro, on s'installer là, tous les deux. Je le disais en introduction, vous avez souhaité que finalement cette soirée soit un peu le lancement d'une journée très importante qui a lieu demain, ce que vous avez préparé avec vos équipes depuis déjà de longs mois, peut-être ça partirait depuis de longues années, ce 80e anniversaire de la commémoration de la libération de la poche de Lorient. Et ce soir, vous avez eu envie de nous faire réfléchir, de prendre de la hauteur. C'était important d'avoir ce temps d'échange en plus d'envoi. Oui, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Xavier. D'abord, je veux vous dire que je suis ravi de vous accueillir ici dans ce palais des congrès de Lorient. Je dois la vérité de dire que l'initiative, elle est partagée. Et je me tourne vers l'amiral Bajou parce que c'est issu d'un déjeuner de travail à la villa de l'amiral, à Caldion, la Roque-Plage. Quelle est partie de son état-major était présent. Quelle est l'idée de donner du sens, justement, aux commémorations du 80e anniversaire de la libération de la poche en faisant référence et même résonance à la situation politique ou géopolitique actuelle. On ne peut pas demain commémorer ce qui s'est passé il y a 80 ans sans évidemment faire référence à ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe et même dans le monde et qui nous pose question, et c'est justement le thème de la conférence de ce soir. 80 ans, le disiez-vous, le rappeliez-vous, c'est aussi un moment charnière dans les commémorations. On sait que les derniers témoins sont en train de disparaître. Il y a un devoir de mémoire indispensable pour transmettre aux jeunes générations. Bien sûr, moi j'ai gardé un souvenir assez intact du 70e anniversaire, qui avait été déjà très particulier là-bas. Je me tourne vers Jean-Yves, qui avait présidé ces commémorations avec un parterre prestigieux de ministres de l'OTAN qui étaient présents ce jour-là. Mais ce 80e va être particulier parce que je pense qu'effectivement c'est sans doute et malheureusement la dernière fois que nous aurons l'occasion d'entendre les témoins vivants de ce qu'a été l'occupation à Lorient, la fermeture de la poche, la libération de la ville. Et donc il faut demain se recueillir, il faut se souvenir, il faut transmettre maintenant ce qui s'est passé il y a 80 ans aux générations futures. Et demain n'est pas un point d'arrivée, c'est de maintenir un point d'étape pour se projeter dans le futur. Et il commence sans doute à l'avion par un moment ou un autre, nous avons fait un centre d'interprétation autour de la Seconde Guerre mondiale pour dire aux générations futures
ce qu'a été le rôle de l'Orient, malheureux, dans la bataille atlantique, mais un rôle important. Et il faut que nous puissions continuer à raconter cette histoire. Raconter cette histoire, c'est aussi faire le lien, vous l'avez dit, entre cette histoire et cette actualité que nous vivons tous et toutes. Vous avez, en préparant cette rencontre, eu envie de nous projeter deux images. On va les découvrir et vous allez nous les commenter. À gauche et à droite. Voilà, écoutez, je crois qu'elle part d'elle-même. Hein. Voilà. C'est précisément ce dont nous devons parler ce soir ensemble avec nos deux conférenciers experts de la géopolitique. À gauche, bien sûr, les images que nos concitoyens ont découvert en rentrant dans l'Orient libéré en mai 1945, cette image terrible. Les vestiges de l'île Saint-Louis, c'est ça? Il y a les vestiges encore de l'île Saint-Louis qui, effectivement, tomberont quelques années plus tard. Mais j'aurai l'occasion de citer demain le directeur des opérations de secours, qui s'appelle Henri Anzilleux, et qui a comparé l'Orient 1945 à Pompéi, c'est dire l'ampleur des dégâts en disant que les seuls habitants, il restait des rangs énormes. Et évidemment, l'image de droite, c'est Marinka 2023, une des villes ukrainiennes les plus bombardées et les plus détruites. C'est vraiment marquant de ressemblance, et c'est pour ça que l'histoire ukrainien, ici à Lorient, on le vit de manière très particulière. On sent l'émotion hein, dans ce commentaire. Oui, c'est très bon que quand on dit le drapeau au fronton de l'hôtel de ville, parce que pour vous, l'oriental, ça nous parle. Ces destructions massives, alors pas tout à fait pour la même raison. Nous avons été bombardés pour la juste cause, qui était évidemment s'attaquer à ce nœud stratégique de la guerre sous-marine allemande, qui était la base du sous-marin Kéroman. La raison est différente pour Marinka, mais le résultat est le même et ça nous parle, nous, l'orientais. Et c'est pour ça que, plus que jamais, nous devons être vigilants à ce qui se passe à 1200 km d'ici, à l'est de l'Europe. On ne peut pas vraiment avancer l'América. Je sais que c'est une question galvaudée, mais pour le coup, nous, à l'Orient, nous pouvons dire nous sommes tous Marinka. Parce que, encore une fois, c'est notre histoire, c'est notre intimité, et c'est notre chair qui parle quelque part au travers de ces images. Le passé, le présent, l'avenir. Vous êtes aussi, ici à Lorient, singulièrement dans une ville militaire, dans une ville qui a concerné, développé de compétences en matière de défense nationale. Ça fait partie là aussi de l'ADN de cette INIPOV, et ça crée un lien singulier peut-être entre la population et cet effort de défense, puisque c'est l'intitulé que vous avez donné à cette soirée. Bien sûr, c'est un lien identitaire. La marine n'a pas tout à fait complètement fait l'Orient, puisque l'Orient est né du commerce maritime international, de très vite, à la fin du XVIIIe, c'est la marine royale, puis la marine impériale, et enfin surtout la marine de la République, la marine nationale, qui prend le relais des chantiers navals de construction pour faire la prospérité de la ville. Et ce lien entre la marine nationale et l'Orient, évidemment, il est très identitaire. On trouve des marins partout, sont encore très présents dans la ville, même si, comme beaucoup, et on se disait aussi, avec l'amiral Majou, on a un peu la nostalgie des pompons rouges qu'on voyait dans la ville. Ça, c'était encore les années 80, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais la marine reste présente, enfin, on laissera en plus le cas l'amiral Majou sans doute le dire en conclusion, ce qui est drôle. Mais c'est évidemment un lien identitaire très fort, marqué aussi par la présence évidemment d'un grand opérateur naval group descendant de l'Arsenal, qui lui aussi a beaucoup marqué l'histoire industrielle du CEPU et continue évidemment à côté, tant en termes d'emploi qu'en termes d'identité. Vous avez vu, hein, cette salle elle est pleine. Les Lorientaises et les Lorientais ont répondu présents à cette soirée de réflexion, de mise en perspective. C'est toujours comme ça chez vous? Oui, quand on parle de ces thèmes-là, et quand l'essentiel est en jeu. Et là, on sent que l'essentiel, c'est de continuer à défendre ce qu'incarne l'Orient. On voulait donner du sens à ces commémorations du 80e anniversaire, et surtout l'essentiel, c'est la place de la France en Europe, ses alliances, l'avenir de notre continent, et finalement une forme aussi de civilisation. Je voulais nommer mon propos à la base que paix, liberté et démocratie sont intimement liés, sont indissociables. Il n'y a pas de liberté et de démocratie s'il n'y a pas de paix, et évidemment que la démocratie est nécessaire pour avoir la paix. On n'a jamais vu, enfin j'ai pas d'exemple dans l'histoire ou très peu, de démocratie qui s'attaque à une autre démocratie. En part de service. Ça prouve bien que le lien entre démocratie et paix, il est tenace, et c'est ça aussi qu'il faut que nous expliquions à la fois à nos concitoyens, à mes compatriotes, et puis aux générations futures, parce que c'est le bien le plus précieux que nous avons légué. Nos aînés, ceux qui se sont battus pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui,
Et moi, j'ai à cœur, chaque moment de commémoration à Lorient, de le rappeler très fortement aux jeunes générations en leur disant c'est eux qui demain porteront ce flambeau-là et c'est qu'on important de leur répéter régulièrement. Travail de mémoire et défense des valeurs démocratiques. Merci beaucoup, Fabrice Noël. Merci, bonne soirée. Je suis ravi, je veux redire, d'accueillir Jean-Yves, qui est chez lui, bien sûr, à Lorient, mais dont on connaît la carrière de ministre auprès de l'IA, qui va nous éclairer, bien sûr, de l'immensité de sa carrière à Paris. Et puis, l'amiral Rogel, nous avons eu une longue conversation au ministère de la Mer et de la Pêche à l'automne dernier. Et je suis honorable aussi, je sais qu'il est venu souvent que de besoin à Lorient, mais à l'aube du 400e anniversaire de la Marine nationale, nous fêterons l'an prochain. Je crois que c'était très important d'avoir de l'éclairage de celui qui a été vraiment aux prises plus proches du président de la République des décisions majeures de ces dernières années. Un très beau symbole et un très beau plateau. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Je vous propose d'accueillir, nous attendez à mes côtés Jean-Yves Le Drian et Bernard Rogel, amiral Rogel. Monsieur le ministre, merci de votre présence à tous les deux. Alors, en préparant cette rencontre, nous nous sommes dit qu'on allait essayer de tenir dans les temps parce qu'il y a des impératifs d'horaire à respecter, mais que nous pourrions consacrer certainement une très longue soirée, même peut-être plusieurs, tant les sujets sont vastes, tant les sujets sont importants, nous concernent aussi tous en tant que citoyens. Et puis évidemment, nos deux intervenants ont été au cœur de la machine d'État, continuent de l'être, et nous sont très précieux pour décrypter les grands enjeux géostratégiques contemporains. Alors on va commencer par là, justement, avec vous, Monsieur le ministre. Jean-Yves Le Drian, je me tourne vers lui, peut-être pour nous aider à mettre un peu en perspective cette actualité qui se bouscule, qui rebat des cartes de la hiérarchie traditionnelle des grands enjeux géostratégiques qu'on avait l'habitude d'avoir. Le monde a changé, vous appelez ça le basculement. On est dans une planète de basculement, aimez-vous à répéter. Expliquez-nous. Normalement, ça fonctionnait. Ah. Si, c'est bon. Voilà. Ouais. C'est bon, maintenant, c'est bon. Merci. Merci à Fabrice Loer d'avoir organisé cette rencontre. J'ai plaisir de retrouver Amiral Rogel, avec qui j'ai à la fois beaucoup travaillé et pour lequel j'ai une grande estime. C'est une occasion incroyable de se retrouver là. Enregistré, on ne va pas partir dans nos souvenirs tous les deux. C'est pour vous qu'on espère, parce qu'il faut vraiment ça pourrait nous perdre quelque temps. J'en connais quelques-uns des souvenirs, c'est passionnant. Les souvenirs, ça a été de 2009 à 2020 2011. Ouais, enfin, on a fait 10 ans ensemble. 10 ans ensemble, ouais. Mais au plus 2011 à 2020. Ouais, dans une période quand même qui était un petit peu, qui était moins dramatique que maintenant, enfin qui était quand même un petit peu dure. Merci donc Fabrice d'avoir organisé cette rencontre, cet échange. Et puis j'ai des souvenirs sur le 10 mai et les anniversaires du 10 mai. D'abord le souvenir de Lord Mondétruit, puisque quand j'étais gamin, j'ai ce souvenir d'avoir été avec mon père sur les ruines du café de ma grand-mère. Et on l'a retrouvé après, mais il y a longtemps après. Et puis l'année dernière, il y a 10 ans plutôt, puisque Fabrice Loer en parlait, il y avait là la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, et le ministre polonais, qui est puis revenu après. Et curieusement, hier, le chancelier allemand était à Paris, et aujourd'hui, le Premier ministre polonais était à Nancy sur la question de défense. Bref, il y a une continuité de l'histoire. Alors pour essayer de rentrer dans le débat qui nous préoccupe ce soir, moi je voudrais souligner en termes géopolitiques 3 aspects en ouvrant cette discussion. On va faire un peu à la manière de la conversation, 3 aspects qui me paraissent essentiels mais qui se recoupent l'un l'autre pour analyser la situation. D'abord, en 1945, il y a eu le 10 mai à Lorient, et il y a eu aussi le mois de juin à San Francisco. C'est au mois de juin 1945 que les nations ont décidé de s'organiser entre elles pour ne plus jamais avoir de guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la Charte des Nations Unies, et ça fait le lien avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que s'est créé aussi l'ONU. C'est la première fois, après la Société des Nations, certains ne s'en souviennent plus, mais c'est la première fois que la communauté internationale se considérait comme telle. On essayait de parler ensemble de s'organiser. Et ça, c'est fini. Ça a duré
peut-être pas 80 ans, ça a duré vraiment 60-70 ans. Les fondamentaux sur lesquels la communauté internationale s'était bâtie après la guerre 39-45 sont tombés progressivement, mais aujourd'hui on ne peut pas considérer que les droits historiques que l'humanité s'était mise en charge d'avancer pour vivre ensemble sont tombés. Le droit a été remplacé par la force. C'est la force qui domine, et les outils que les Nations Unies avaient mis en place sont progressivement en voie de disparition ou d'obsolescence. Et il n'y a plus de régulation. Il y en a eu, il n'y en a plus. Et cette période-là est en train de s'achever, il n'y a plus de repères. Et les Nations Unies, moi j'ai vécu ça comme ministre, et si j'ai de nombreuses fois au Conseil de sécurité, j'ai vu progressivement le Conseil de sécurité se disparaître dans ses fonctions, se déliter d'une certaine manière, en raison de l'usage du droit de veto systématiquement utilisé par la Russie et généralement accompagné de la Chine. Bref, ces outils-là ne marchent plus. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de règles, la force domine, et la force domine le droit, et le droit est manipulé, en principe, et ça depuis une dizaine d'années. Donc ce pilier-là est tombé, et ce pilier-là laisse une béance considérable dans laquelle s'engouffrent, je vais en parler, les empires. Et d'autres piliers sont tombés aussi. Voilà. Deuxièmement, qui institue aussi, après la chute du mur de Berlin, il y a une période particulière qu'on peut appeler la mondialisation heureuse, entre guillemets, que certains ont appelé comme ça, parce que c'est la période où on pense que la démocratie a triomphé de partout, et qu'avec des porosités successives, on aboutira au fait que la démocratie permettra de vivre en paix et donc d'aplanir autour des conflictualités. Cette période-là a été un peu symbolisée par l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. On pensait que le fait que la Chine soit dans les échanges internationaux, elle l'a été, elle l'est toujours, permet progressivement d'aider à l'avancée des démocraties dans le monde et surtout d'aplanir les conflictualités. Ce qui d'ailleurs été un peu le cas. Et cette période-là aussi est tombée. C'est-à-dire qu'au cours de cette période de trentaine d'années, il y avait une espèce d'harmonie entre la géopolitique et la géoéconomie. Aujourd'hui, cette période-là s'est achevée. Moi, je fais porter cette rupture-là à une date particulière qu'on a vécue avec l'amiral Royal, qui est fin août 2013. Parce que cette période de la mondialisation dite heureuse, elle est dominée par l'hégémonie américaine, très clairement. Et à partir de 2013, cette référence-là, elle aussi tombe. Le jour où Obama refuse d'intervenir en Syrie, alors qu'on devait le faire avec les Britanniques et les Français, parce que, pour de tas de raisons dont on pourra parler, il laisse le champ libre à la rupture des repères et à la rupture des lignes rouges. Et moi, je fais un lien dans le fait que cet événement a lieu en fin 2013, fin août 2013, et que l'opération d'occupation de la Crimée par Poutine a lieu quelques mois après. Il y a une liberté qui est ouverte, et donc rouge n'existe pas. Et je fais un autre lien, il faut peut-être un peu audacieux, entre la fin de la crise afghane et l'intervention de la Russie en Ukraine. La fin de la crise afghane, rappelez-vous, sortir cette fin américaine en Afghanistan qui était assez dramatique, présence qui était assez justifiée, parce que les Américains étaient en Afghanistan à la suite des Twin Towers de 2001, pardon. Et quelques temps après la chute des Américains en Afghanistan, Poutine intervient en Ukraine en février 2022. C'est un peu aussi la fin du gendarme du monde, d'une certaine manière, et donc c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Je fais ce bascule-là, c'est à peu près en 2013 qu'elle commence, et nous sommes, à ce moment-là, nous rentrons dans un monde sur lequel il n'y a plus vraiment de règles, un monde où le rapport de force domine, un monde où les références antérieures sur l'intégrité des frontières, sur le règlement pacifique des différents caduques, et
un monde où on voit apparaître, et c'était mon troisième point du pilier de départ de la mise en perspective que vous souhaitiez, on voit réapparaître ou apparaître les empires. Tout se passe comme si on revenait au 19e siècle, avec la Russie, il veut retrouver ses marges et ses marches, comme on disait dans les passés, qui veut retrouver un espace de protection d'elle-même, qui veut retrouver les marques de l'Union soviétique, voire même de l'Empire tsariste, avec la Turquie qui était mangée par la splendeur de l'Empire ottoman et qui veut retrouver ici ou là des présences ou des dominations qui faisaient auparavant la richesse de l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'on voit des Turcs en mer Égée, qu'on voit des Turcs en Libye, qu'on voit des Turcs en Syrie, etc. Donc tout se passe comme si il y avait des désirs d'empire de retour qui se manifestaient. Je parle de l'Iran aussi, c'est la même logique, en essayant d'organiser une présence dans le Liban, une présence au Yémen, une présence en Syrie, une présence en Irak, et donc l'extension de cette présence impériale, entre guillemets, pour la Perse tentant, et puis la Chine, avec la mer de Chine méridionale, son avec l'amiral. Et puis voilà Benek, qui finalement, c'est là-dessus que je vais passer la balle à l'amiral, l'amiral qu'on n'attendait pas là, mais au finalement, où la logique trumpiste, presque une logique impériale. Quand on commence à s'occuper du Groenland, qu'on est très préoccupé par Panama, qu'on remplace le golfe de Mexique par le golfe d'Amérique, bref, on est dans le continentalisme américain du 19e siècle. Tout se passe comme si on était en train de revenir dans les lourdes tendances impériales du 19e siècle, sauf que le commerce et la vie économique n'est plus celle-là, et que les échanges sont partout, et les chaînes de valeur sont extrêmement diversifiées tout autour depuis la mondialisation. C'est plus comme avant, c'est plus comme le 19e, mais il y a des logiques 19e qui sont des logiques qui parfois qui peuvent devenir dangereuses, et ce qui nous amène à une question, et l'Europe dans tout ça, on en parlera, et puis aussi quelle est la solidité du lien transatlantique dans cette perspective. Bon, j'ai essayé de planter le décor. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. On a compris la disparition de cet ordre international qui prévalait depuis 1945, la disparition de cette mondialisation heureuse, le retour des empires, l'importance de connaître son histoire, et notamment celle du 19e siècle. Alors, face à ce contexte, amiral Reget, comment s'organiser en termes de défense? Est-ce que l'on prépare la défense de la même manière qu'on le faisait dans l'époque révolue, ou est-ce qu'il faut là aussi rebattre les cartes, se doter de nouveaux moyens, de nouvelles stratégies? On a derrière vous une image que vous avez choisie parce qu'elle est très symbolique finalement de l'engagement de défense français. C'est cette frégate Amiral Renard, c'est la première frégate de défense et d'intervention qui est fabriquée par un naval group ici à Lorient. Vous la connaissez, vous la voyez d'ailleurs évoluer dans la rade. Elle sera alignée officiellement à la fin de l'année, mais voilà, on a des images déjà très concrètes. C'est bien l'illustration de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour garantir une forme de souveraineté. Mais revenons à cette question, la défense dans le monde que vient de nous décrire Jean-Yves Le Drian, comment s'adapte-t-elle? Oui, je crois que le ministre a fait un panorama assez complet de la situation stratégique. Je voudrais insister, moi, sur un point qui est assez mal compris dans les sociétés occidentales, c'est que ce bouleversement stratégique, qui ne date pas de 2022, comme vous l'avez dit, et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, même si évidemment c'était un amplificateur, mais il date bien des années 2013-2014, avec à la fois l'annexion brutale et qui symbolise les politiques de fait accompli que vous avez évoquées, donc l'annexion brutale de la Crimée par la Russie, plus les territoires du Donbass, lesquels ces milices, et singulièrement le ministre Wagner, étaient proches, mais aussi de l'autre côté du globe, par le début de la politique de fait accompli organisée par la Chine dans les guerres de Chine, et en particulier avec
la main mise sur les îlots d'Espradné et Paracel, qui sont devenus des bases avancées de la République populaire de Chine. Alors, le ministre l'a très bien dit, je crois qu'il faut être persuadé que le modèle qui avait structuré les relations internationales à la fin de la guerre froide, Nelson Mandela, il est définitivement à son terme. La période précédente, vous l'avez dit, c'était la mondialisation heureuse. Je retiens surtout le mot de mondialisation. Avec les guillemets qui s'imposent, hein, c'est ça. Le mot de... Non, mais j'en parle. En tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est mondialisation heureuse vue de l'Occident. Parce que pendant ce temps-là, le monde était quand même agité de soubresauts et les opérations militaires continuaient, avec une organisation des Nations Unies qui était quand même importante et qui jouait son rôle d'arbitre des contentieux internationaux. On ne faisait pas, mis à part peut-être des Américains en Irak en 2003, on ne faisait pas d'intervention militaire de ministre sans qu'on ait une résolution de l'Organisation des Nations Unies. Même si les vétos, si parfois ça donnait lieu à des tractations... les interpellations, un peu dit sur la Libye, on n'était pas... Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, on a un monde qui se bouleverse. Donc on avait ce monde d'avant, c'était la mondialisation. J'insiste là-dessus parce que pour les marins, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on a vu l'organisation du monde se structurer autour des espaces communs, que sont la mer, l'espace atmosphérique et le cyberespace. Le monde s'est structuré pour échanger des biens et des données dans des espaces de liberté qui étaient ces trois espaces communs. On verra sans doute après que ça n'est plus qu'à cette notion de liberté. Et puis le deuxième point qui a été très marquant pendant cette période qu'on a connue, nous en tant que militaires, je vous dois mon ancien major général qui est dans la salle, que je salue, Stéphane, qu'on a connu, c'était une forte assouplissement stratégique de l'Occident. Pourquoi? Assouplissement, dites-vous, hein, on s'endormait un peu. Assouplissement. C'est ça, assouplissement, oui, pas endormissement, assouplissement stratégique de l'Occident, pour une raison bien simple, c'est qu'on n'avait plus de menaces existentielles à nos frontières. Enfin, ceux qui ont connu la dislocation de l'Empire soviétique se rappellent du grand ouf, le soulagement qui a été poussé après. Et cet assouplissement stratégique s'est traduit par une diminution des budgets de la défense assez continue pendant 20 ans, à peu près. Diminution des budgets de la défense, diminution des capacités de défense. C'était un choix qui a été fait à l'époque. On considérait qu'on avait autre chose de plus important que la défense. Mais en tout cas, on a vu les forces européennes en particulier diminuer singulièrement. Pour autant, la domination occidentale était là, technologique, économique, militaire, et puis encore une fois avec ce monde qui se structurait autrement que celui de la guerre froide. Alors, ce qu'on n'a sans doute pas vu ou anticipé, c'est la vitesse à laquelle un pays comme la Chine allait se réarmer. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'aller en 2014 en Chine, et quand je suis revenu dans mon état-major, tu t'en souviens probablement, je leur avais dit... Il y avait un sacré rapport d'étonnement, là, je pense. Hein. Ceux qui pensent que la Chine va s'habiller, c'est qu'ils sont eux-mêmes énormes. La Chine, à partir de 2013, a fait ses routes de la soie. Il y a eu une phrase très symbolique que je cite souvent, et je crois que j'ai fait devant la Commission de la Défense nationale, le cher Jean-Michel, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 jours, c'est qu'il y a dans le livre blanc de 2015 chinois, une phrase qui dit la mentalité traditionnelle selon laquelle la terre prime sur la mer doit être définitivement redonnée. Et ça veut dire que la Chine a compris que pour une puissance mondiale, il faut qu'elle soit... Ça réjouit votre cœur de marin, ça, j'imagine, cet abrège d'Eslo. Oui, il n'est pas les conséquences qui vont avec. Oui, qu'on finisse par reprendre des grands fondamentaux du passé. On parlait à la commission de la défense de Sir Walter Raleigh, qui avait défini un certain nombre de points sur l'utilisation et l'occupation des mers. Mais en tout cas, ce que ça voulait dire, c'est que ce changement de paradigme stratégique, il a bien effectivement commencé à partir de 2013-2014 et il a cessé de s'amplifier. Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que finalement, toutes les affaires de défense bougent en même temps. La défense, du point de vue militaire, l'aspect militaire de la défense, et aussi l'aspect économique, l'aspect technologique, l'aspect environnemental aussi qu'on a tendance à oublier. Donc, on a le sentiment que
tout ça est très confus. Parce qu'on va essayer, le ministre ce soir, C'est nous éclairer, justement. c'est d'essayer de structurer la pensée et de vous expliquer que depuis 2017, en tout cas, on a beaucoup avancé sur la prise en compte de ce nouveau monde, et que quand j'entends aujourd'hui certains médias qui disent qu'on n'est pas prêt, si je crois qu'on est prêt. Et vous avez des chiffres pour le prouver, hein? Oui, j'ai des chiffres pour le prouver, mais ce qui va changer, c'est la conception de nos alliances. Le ministre l'a dit, aujourd'hui on a un allié américain qui semble s'orienter lui aussi vers les politiques de la force et du fait accompli, et on a une Europe de la défense qu'on a pour l'instant construit en version bottom-up, c'est-à-dire qu'on a fait des briques. Il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'on a fait dans l'Europe de la défense depuis quelques années. Mais on essaye de bâtir un mur sans véritable plan, en mettant des briques les unes sur les autres. Là, je crois que maintenant c'est fini, ça. Il faut que les Européens, ils sont à un point tournant. Ça va être le choix entre choisir son destin ou subir. Et je crois que ça, c'est vraiment un fondamental, et ça doit nous motiver à repenser l'Europe de la défense. Ce coup-là, en partant du haut, on reviendra peut-être sur les affaires de dissuasion, qui ont été évoquées encore aujourd'hui par le président de la République lors de sa rencontre avec le Premier ministre polonais. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les modèles d'avant, c'est fini. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous morts, les modèles d'avant. En tout cas, il faut réfléchir et reconsidérer tous nos modèles à l'aune de cette nouvelle ère qui est l'ère, si je puis dire. On est en train de passer une période où il s'agissait de maintenir la paix à une autre période où il va s'agir d'empêcher la guerre. Et en termes de défense, et en termes de diplomatie, et en termes de lien entre la défense et la diplomatie, c'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup, Amiral Rosel, pour avoir complété le propos du ministre. Et on va prendre le temps maintenant peut-être d'aller voir et de répondre aux questions que nous nous posons tous par rapport à ce monde en pleine mutation. Jean-Luc Delorien, Jaïk, on commence, si vous voulez bien, en rebondissant sur les propos à l'instant tenus par l'admiral Rogel, à s'interroger sur l'attitude de Donald Trump. Vous l'avez bien connu dans ce premier mandat. Désormais, on voit chaque matin une nouvelle décision prise qui focalise l'attention, qui c'est sans doute aussi une forme de saturation de l'espace médiatique et diplomatique de cette manière. J'aimerais bien savoir quel regard vous portez, à la fois sur l'Europe, mais aussi sur la politique que celui-ci sous-tend. C'est le coup d'éclat permanent. On voit bien, chaque matin, on s'attend à avoir une déclaration, une provocation, une initiative plus ou moins juste, plus ou moins opportune, qui fait oublier l'échec éventuel de l'initiative de la veille ou l'enlisement d'une initiative d'avant-hier. Ça, c'est son comportement. Au-delà de cela, oui, bien connu, mais l'amiral Rogel aussi, nous a partagé quelques moments avec le président Trump au cours de son premier mandat, mais Trump 2 n'est pas du tout la même chose que Trump 1. Parce que Trump 1, il en était à quelques initiatives parfois invraisemblables, audacieuses, sauf qu'il n'avait pas l'ensemble des acteurs auprès de lui, autour de lui, comme le Sénat ou le Congrès, c'est la même majorité, il n'avait pas que les appareils de l'État américain à son service, ni la Cour suprême réorganisée, et il y avait encore, on le disait tout à l'heure avec l'amiral entre nous, il y avait encore quelques adultes dans la salle, qui de temps en temps tempéraient certaines de ces ardeurs. Les groupes de pouvoir faisait que les initiatives étaient un peu tempérées, mais sur le fond, il n'a pas changé. Et donc, ce que nous assistons aujourd'hui, c'est une logique qui est rationnelle, même si il est imprévisible et impulsif dans ses actions au quotidien. Il y a cette logique-là qui se poursuit sur l'America First, avec une conception continentaliste, je le disais tout à l'heure, de l'avenir de l'Amérique, et une conception autoritaire de la gestion de la démocratie américaine, avec aussi la conception de zones d'influence dans le monde, zones d'influence dont la puissance la plus préoccupante est la Chine, et donc il essaye d'éviter qu'il y ait des conflits ailleurs pour s'attaquer, avoir la conflictualité majeure. Sous quelle forme
c'est une forme commerciale pour l'instant, face à l'objectif des Chinois, qui est, l'amiral en reparlait tout à l'heure, d'être la première puissance mondiale en 2049. Il faut qu'on se le dise tous ici, il a un handicap fort, qui est émanant à la vie démocratique, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps. Tandis qu'il a devant lui deux acteurs qui sont ensemble aujourd'hui à Moscou, Xi Jinping et Poutine, qui ont du temps. Poutine, il peut être là jusqu'en 2036. Xi Jinping, il vient de faire changer par le congrès du Parti communiste chinois, et donc il est en situation, alors que les anciens présidents chinois ne faisaient que 2 mandats, lui il peut aller au-delà. Donc ils ont le temps pour leur stratégie. Trump ne l'a pas. Et dans un tempérament impulsif, il a une forme d'accélération qui peut être très très préoccupante, y compris pour les Américains eux-mêmes. On ne parlera peut-être pas de la dimension économique et de la politique tarifaire, mais on est dans la géopolitique du tarif en ce moment, avec les initiatives de Trump, dont l'objectif principal, c'est la Chine. Je pense, et c'est un avis personnel, que l'idée sous-jacente par laquelle il faut détourner la Russie de la Chine pour pouvoir précisément ensuite avoir un seul adversaire, elle ne tient pas. On l'entend, moi je lis ici ou là la stratégie de Kissinger à l'envers. Vous vous souvenez que Kissinger, en 1972, quand Nixon est allé à Pékin, quand les Américains ont reconnu la Chine, l'idée c'était de favoriser la Chine pour éviter, pour affaiblir la Russie, qui était l'Union soviétique à l'époque, était beaucoup plus forte à ce moment-là que n'était la Chine, et pour fragiliser l'Union soviétique. Ça a marché là, sans doute en partie, je crois. Là, ça ne marche pas. Dans un monde multipolaire comme on n'est pas sur le retour. Et c'est un peu ce qu'il y a en arrière-fond de la stratégie de Trump. Je rajoute à cela une grande détestation de l'Europe. Oui, c'est plus que de l'indifférence, c'est de la détestation. Une détestation partagée par Poutine, d'ailleurs. Là, ils se retrouvent. Tout à fait, pas uniquement sur ce point, mais sur ce point en particulier. Une anecdote, parce qu'il y a prescription. Je pense, la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer Trump, c'était la première fois qu'il rencontrait le président Macron. La célèbre poignée de main, c'est ça. Le jour de la célèbre poignée de main. Au cours du déjeuner, qui était extrêmement restreint, parce qu'on était 3 de chaque côté, à un moment donné, il dit... Emmanuel, je ne supporte pas de voir les Mercedes dans la 5e avenue. Et Macron lui demande, mais pourquoi? Parce qu'elles sont allemandes. Parce qu'elles sont allemandes. C'est très significatif et à l'égard de l'Allemagne, je pense que le chancelier Merkel le sait bien, mais plus globalement à l'égard de l'Europe, il y a une forme de détestation. Je finis par penser, mais on y reviendra un peu si on a le temps, que nous sommes sur la voie d'une forme d'inversion d'alliance. Nous n'y sommes pas, parce que les États-Unis sont membres de l'Alliance Atlantique. Il va y avoir un événement très intéressant au mois de juin, qui va être le sommet de l'Alliance Atlantique, qui va se tenir à La Haye. On va voir. Mais en tout cas, toute une série d'actes nous permettent de penser qu'il y a des éléments d'inversion d'alliance. Lorsque le président Trump s'attaque essentiellement à ses amis au début de son mandat, le Danemark à cause du Groenland, le Royaume-Uni parce qu'ils envoient des déclarations tonitruantes de J.D. Vance, l'Allemagne lorsque J.D. Vance fait les discours que vous savez à Munich et qui va voir en plus l'extrême droite allemande juste avant les élections. Bref, il y a une espèce de connexion idéologique qui se met, un affrontement idéologique qui se met en place, et une connexion idéologique qui est en train de se manifester avec l'idéologie de Poutine. Inversion d'alliance, lorsque les États-Unis, même par leur vote aux Nations Unies, parce qu'il y a encore des votes aux Nations Unies et à l'Assemblée Générale des Nations Unies, vont voter avec les Russes, même pas avec les Chinois, concernant la crise ukrainienne, avec quelques aimables personnes, comme le président de la Biélorussie, comme le président iranien, le Soudanais, enfin il y a un petit club qui était sympa, avec au milieu les Américains. Bref, on n'a jamais vu ça. Jamais vu, c'est ça. Jamais vu ça. Donc il y a une interrogation, donc un doute
sur les questions de sécurité et de défense du même coup, Oui, parce en que fonction de tout ce que l'on on constate était quand là. même très Et je ne protégés. parle pas de la guerre commerciale, mais il faut Oui, rajouter la guerre qui va avec. commerciale. Donc tous les éléments d'une forme d'inversion d'alliance sont en train de se réunir. Reste à savoir comment on les gère dans un cadre international qui n'a plus de règles, comme je disais tout à l'heure. Et dans un cadre international, je rajoute un point qui me paraît important, c'est qu'on ne sait plus vraiment vers qui un tel ou un tel se tourne. C'est-à-dire, il y a les empires qui sont en nostalgie ou en désir du futur, je les ai évoqués tout à l'heure, puis il y a les autres qui se donnent au plus offrant. Et j'ai eu l'occasion de parler à un moment donné avec mon collègue indien, en lui disant, mais je ne comprends pas plus très bien votre position, je parle de l'Inde maintenant parce qu'ils sont en plus en conflit aujourd'hui avec le Pakistan, mais je ne comprends plus vraiment votre position. Mais il me dit, moi, nous c'est simple, nous sommes polyalignés. Ah, c'est un concept original. C'est l'amour libre. Polyaligné, c'est-à-dire en fonction de mes intérêts. Je choisis le partenaire qui me convient. L'Inde, nous fournissons beaucoup de matériel militaire. Jean-Michel, Jacques, je crois que ça continue, si j'ai lu bien les journaux, à l'Inde. Ça n'empêche pas l'Inde d'être alliée avec la Russie pour beaucoup de choses et d'aider la Russie à sortir des restrictions que les Européens lui ont imposées concernant l'agression ukrainienne. Mais ça ne le gêne pas. Comme ça ne le gêne pas non plus de faire partie du forum qu'on appelle les BRICS, que vous connaissez, je pense, une partie d'entre vous au moins, l'organisation qui a été mise en place à l'initiative de la Russie d'ailleurs en 2006, qui réunit les puissances émergentes autour de la Chine et de la Russie. Ça ne gêne pas d'être là non plus, même si ils sont en affrontement de frontières avec la Chine. Je suis chez le plus offrant en fonction de mes intérêts. Donc polyalignement, on ne sait pas où chacun va aller, d'où l'incertitude mondiale. Et d'où les difficultés, la fragilité, les risques et les menaces qui ne peuvent que se renforcer aujourd'hui. Dans ce contexte, évidemment, Amiral Rogel, ça devient de plus en plus compliqué de bâtir une ligne de défense avec des partenaires clairement identifiés, ou au contraire, on a besoin de se réassurer, et ça passe par l'Europe, vous l'avez rappelé, c'est plus que jamais urgent dans le contexte que vient de décrire le ministre. Oui, je rejoins ce que vient de dire le ministre sur la personnalité complexe de Donald Trump. Il se trouve que j'étais dans le bureau du président Hollande lors du premier coup de fil entre lui et le président élu, et qui n'était pas encore en fonction. Et je dois dire qu'on était sortis de là un peu perturbés, parce qu'on a compris très vite que les relations internationales n'existaient pas pour lui, que son monde à lui, c'est les relations commerciales. Donc ça veut dire que, d'ailleurs, il faut lire son livre qu'il a écrit en 1986, qui s'appelle The Art of the Deal, 86 ou 87. Tout est dans le titre. Hein. Non, mais tout est dans le livre. C'est-à-dire mettre la barre très très haut, mettre la pression sur l'adversaire, pratiquer la surinformation médiatique pour noyer l'adversaire. On a tout ça aujourd'hui. Alors ce qui est dérangeant, ce qui est un peu... oui, dérangeant, je ne trouve pas d'autres termes, c'est que on a quand même, où on est en train de perdre, visiblement, je me méfie un peu, hein, parce que... Je vous sens prudent dans votre formulation, Amiral. Avec Trump, comme l'a dit le ministre, ça peut changer du jour au lendemain. Donc si ça se trouve, au sommet de l'OTAN, il va nous réaffirmer pour des intérêts commerciaux, qui est de la vente d'armement, hein, il va nous réaffirmer son alliance. Il peut complètement... en plus, là... Enfin, je pense que Vance et lui sont en train de s'apercevoir qu'ils se font rouler dans la farine par Vladimir Poutine. En tout cas, j'observe ces jours-ci un changement de dialectique chez eux. Donc, il faut pas... S'il y a une chose à faire avec Trump, moi je suis persuadé, c'est qu'il ne faut pas considérer l'écume. C'est-à-dire que l'écume, elle changera du jour au lendemain. Il faut considérer la vague de fond. Et puis, attendre toujours quelques jours pour histoire d'attendre les ordres des contrôles. Pas de commentaires à chaud, c'est ça que vous nous dites. Non, pas de commentaires à chaud. Je suis d'accord complètement avec l'amiral. Il ne faut absolument pas qu'on se fiche sur ce qui se passe le matin. Ouais. Voilà, le tempo de la qualité du jour. Il faut avoir sur la durée, sur 10 jours, sur 15 jours. Alors, le problème que ça pose derrière c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'on a quand même eu l'habitude d'avoir des États-Unis d'Amérique qui étaient le flambeau de la démocratie. Aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression qu'ils se transforment en caïds de quartier
qui font payer leur protection. Donc moi qui ai travaillé pendant toute ma carrière avec les Américains... C'est plus les mêmes là, ça a changé. Pardon ? C'est plus les mêmes, c'est pas l'état d'esprit dans lequel vous avez travaillé. Attendez, je crois qu'il faut faire attention, parce que quand on a eu la crise de 2003, c'était la France qui refusait d'aller intervenir en Irak, et elle a eu raison d'ailleurs, elle a bien fait, mais jamais les relations n'ont été rompues avec les militaires américains, jamais. Donc là, le problème c'est que l'administration Trump met une pression extrêmement forte sur leurs militaires aussi. Donc on verra, je rappelle qu'ils ont viré la chef d'état-major de la marine en 2 jours. Vous avez des contacts en off avec certains de vos anciens collègues Oui, j'ai des contacts, oui, mais personne n'ose parler aujourd'hui. Et ça, c'est terrible. Donc il faut qu'on apprenne, je ne vais pas dire à vivre sans les Américains, parce que je ne crois pas qu'on ira jusque-là, mais il faut qu'on apprenne à vivre entre Européens de manière beaucoup plus sereine. Une chose j'ai une conviction, c'est que de toute manière, et c'est ce qu'a rappelé le ministre à l'instant, les yeux des Américains, et ça, tous les contacts que j'ai encore aux États-Unis me le disent, les yeux des Américains ne sont plus tournés ni vers l'Europe, ni vers le Moyen-Orient. Les yeux des Américains et le cerveau des Américains, il est tourné vers la Chine. Donc tout ce que fait Trump aujourd'hui, le Groenland, la tentative d'éloigner la Russie de la Chine, qui ne marche pas vraiment très bien quand on voit le défilé sur la place rouge ce matin. Mais tout ça, c'est une obsession qui ne date pas de Trump d'ailleurs, qui date d'Obama, c'est ce qu'on appelle le pivot asiatique. Donc quoi qu'il arrive de l'OTAN, quoi qu'il arrive de la fiabilité de l'engagement américain, eh bien, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on prenne ce que le président appelle le partage du fardeau pour les Européens. Et ça fait 10 ans que les Américains nous le demandent. Ils ont une obsession pacifique aujourd'hui, et donc il faut qu'on prenne ça en compte, encore une fois, quel que soit l'avenir de l'OTAN. Une question encore pour vous, Amiral, dans le cours de cet échange, parce que je pense qu'on se la pose tous aujourd'hui. 9 mai, on a vu la démonstration de puissance militaire des défilés à Moscou ce matin. Est-ce qu'on peut considérer que la Russie est une menace militaire, j'emploie ce terme, menace militaire pour l'Europe, à l'heure où nous parlons? La Russie est une menace tout court. C'est-à-dire que moi, je suis assez frappé de voir les discussions aujourd'hui dans certains médias où on vient nous expliquer les chars russes ne seront pas aux Champs-Élysées demain. Fort heureusement, parce qu'on a quand même une armée qui se tient, puis on a une dissuasion nucléaire. Donc, et puis, au-delà de ça, quand on voit le mal qu'ils ont en Ukraine, on peut avoir des doutes sérieux sur leur... je ne veux pas dire leur compétence, mais leur fiabilité. L'opération militaire spéciale a été lancée, comme on dit. L'opération spéciale militaire, aujourd'hui, elle est légèrement enlisée, même s'il faut continuer à soutenir l'Ukraine, parce que là aussi, c'est les marches de l'Europe qui sont menacées. Donc la Russie, elle n'a pas attendu cette opération pour être agressive vis-à-vis de l'Europe. Je rappelle quand même l'utilisation de produits chimiques par ses alliés contre leur population en Syrie. Le ministre l'a évoqué tout à l'heure en parlant de 2013, mais on peut rappeler qu'on est intervenu en 2018 avec l'opération Hamilton contre l'arsenal chimique syrien. Les empoisonnements d'opposants politiques, Sergei Skripal en particulier, les cyberattaques qui ne cessent pas, les tentatives de manipulation d'informations qui sont incessantes. Et à cet égard, allez lire les rapports de cet organisme qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Viginum, et qui est éloquent. Ça n'arrête pas. La Russie est une menace pour l'Europe. Alors, est-ce qu'elle a une composante militaire? Je crois qu'elle est... Enfin, il faut se rappeler qu'elle a quand même perdu entre 150 000 et 180 000 hommes tués en Ukraine. Il faut se rappeler qu'elle a perdu 50% de son potentiel de matériel terrestre. Donc, elle a un peu... il en reste encore. Il en reste encore, mais si vous voulez, il ne faut pas confondre les défilés. Les Nord-Coréens sont très bons pour les défilés. Les Russes sont très bons pour des défilés. Voyons sur le terrain ce qui se passe. Il ne faut pas les sous-estimer. En particulier, il ne faut pas sous-estimer leur marine. Mais en tout cas, ils vont avoir besoin d'un temps de génération. Leur marine et leur sous-marin, c'est le sous-marinier qui nous parle aussi. Hein. Oui. Mais non, il ne faut pas les sous-estimer quand même. Mais en tout cas, ils vont avoir besoin d'un temps de régénération. Ce qui peut se passer, c'est une tentative de prise de gage. Territoriale.
territorial, ça peut être la Moldavie, ça peut être un des pays baltes. Il y a un des pays baltes qui est l'Estonie, qui a une population russophone à 40%. Alors, population russophone, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de retourner en Russie. Hein. Mais ils parlent la langue. Mais ça peut être, comme ça a été le cas en Crimée pour le Donbass, ça peut être une occasion pour Poutine d'intervenir et de faire un coup, mais juste un petit coup, pour tester la solidité et de l'OTAN et de l'Union européenne. Sur l'affaire ukrainienne, je pense qu'il a fait une quadruple erreur, Vladimir Poutine. La première erreur, ça a été de croire que Zelensky, vous vous rappelez des sommets de Minsk, des sommets de Normandie, pardon, oui. Monsieur le ministre, il le prenait pour un clown. C'est-à-dire, ce qu'il avait été dans sa vie professionnelle antérieure. Hein, il était humoriste. Il était animateur de radio. Il était humoriste. Humoriste de télé. Mais il a dit, ce type-là, il n'a pas de colonne vertébrale, et il va partir. Et c'est ce qui explique l'opération spéciale qui voulait être très rapide. La deuxième, c'est qu'il a sous-estimé l'OTAN, la solidité de l'OTAN, je pense. Alors c'était avant Donald Trump. Il a sous-estimé la capacité de regroupement de l'Union européenne en disant je les tiens par le gaz. Ça n'a pas marché. Et puis franchement, la quatrième, je pense qu'il a surestimé son armée. Et je pense qu'on lui ment. Enfin, on lui ment. Ces généraux lui mentent. D'ailleurs, on voit depuis 3 ans une vague d'arrestations de généraux qui est assez considérable. Sauf qu'il ne changera pas. Sauf qu'il ne changera pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je partage l'analyse de l'amiral sur les faiblesses de la Russie, mais je ne sous-estime pas la menace. Les faiblesses, elles ont été constatées au moment de la crise ukrainienne et se poursuivront. Il ne changera pas sur l'Ukraine. Il faut voir que le budget de la Russie aujourd'hui, c'est 126 milliards de dollars. Ils sont passés en quelques années de 30 milliards à 126 milliards. Donc ils ont des capacités, ils ont en particulier une flotte sous-marine, vous l'avez évoqué, qui est très bonne, pas sous le contrôle de l'amiral préfet maritime, mais ils ont des capacités. Ils ont néanmoins un problème d'accès à la mer aujourd'hui. Ils ont perdu la base de Tartus. Et puis la Finlande et la Suède. Ils ont perdu l'accès facile à la Baltique parce que la Suède et la Finlande sont rentrées dans l'OTAN. Ils ont perdu la sortie de la mer Noire puisque les détroits du Bosphore sont fermés. Donc il leur reste un accès qui est celui de l'Atlantique Nord. Et ça, gageons qu'ils ne vont pas se contenter de ça, parce que dans l'histoire russe, quand on la lit, l'accès aux mers chaudes est vital. Et de toute manière, s'ils veulent se déployer loin, il leur faudra des bases avancées. C'est d'ailleurs ce qui est dans le programme naval de Vladimir Poutine. Je rappelle qu'en 2022, il a décidé de mettre 100 milliards dans sa marine dans les 10 ans à venir. Donc il va se passer des choses. D'où la nécessité d'avoir des relations avec Erdogan qui ne soient pas uniquement des relations conflictuelles. Parce que la maîtrise de la mer Noire, ça va être un sujet majeur. La Turquie et Erdogan va le jouer. Et évidemment, dans la recherche de développement de sa présence et de son influence, c'est un élément. Il est membre de l'Alliance Atlantique, par ailleurs, ce qui n'est pas secondaire dans l'histoire. Donc il faut avoir à l'égard d'Erdogan une relation, disons, attentive, pour pas dire autre chose. Mais sur le fond, je pense que Poutine ne changera pas sur l'Ukraine. Parce qu'il me frappe le plus, et c'est ce que Trump n'intègre pas. Ce qui me frappe le plus, c'est que le discours de Poutine sur l'Ukraine, aujourd'hui, même aujourd'hui, n'a pas changé depuis 2021. C'est-à-dire dénazification, entre guillemets, c'est-à-dire remplacement de Zelensky, c'est-à-dire renoncement de l'Ukraine à l'OTAN, c'est-à-dire en fait neutralité de l'Ukraine. Mais au-delà de ça, je me souviens qu'en 2021, dans les propositions de discussion que la Russie proposait à l'OTAN à l'époque, c'était de revenir sur la situation de 97. C'est-à-dire que les pays, comme les pays baltes, entre autres, qui ont adhéré à l'OTAN à ce moment-là, ils renoncent pour qu'on ait une situation antérieure maintenue, pour que le glacis russe ressemble au glacis soviétique avant. Je pense que Poutine ne bougera pas. Et qu'il n'y a personne, et il n'y a pas de force en Russie susceptible de le bouleverser, sinon des forces encore plus extrêmes. Parce qu'on a parlé de Prigojine à un moment donné. Prigojine, c'était encore plus radical que Poutine. Et donc il n'y a pas, malgré les efforts des disciples de Navalny, aujourd'hui, de forces démocratiques en Russie susceptibles de proposer une alternative.
Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça sur la durée. D'où la nécessité d'être vigilant et de ne pas considérer que la Russie est une armée en charpie. À un moment donné, ça a été le cas, puisqu'il a fallu faire appel aux Coréens du Nord. Oui, mais ça se traduit aussi par une forme... Ça dit des choses aussi, ça se traduit par une forme d'internationalisation de l'armée et du conflit, ce qui n'est pas secondaire. Je ne suis pas sûr que cette initiative-là ait beaucoup plu d'ailleurs à Xi Jinping. Enfin, de voir les Nord-Coréens venir s'exercer à la guerre, dans un moment où la Corée du Nord mise beaucoup sur le renforcement de son arme nucléaire. Bref, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup plus, mais en tout cas, il y a là une logique de long terme avec laquelle il faut qu'on travaille, qu'on s'habitue. C'est comme ça. Et je crois que Trump rêve dans son idée qu'on va aboutir à un accord. Poutine il n'y aura pas de deal ou alors, avec... Si, il y aura peut-être un deal, mais à ce moment-là, ça sera le deal aux conditions de Poutine. Ce qui a failli se faire. Oui. Je ne l'exclus pas. Mais s'il y a un deal aux conditions de Poutine, ça veut dire, je ne l'exclus pas parce que tout est possible aujourd'hui avec ce personnage, tout est possible, mais les conséquences seront graves, lourdes, d'où la nécessité de renforcer l'effort de défense européen. Moi, je dis deux choses sur l'effort de défense européen et sur l'alternative, ou trois choses. Un, si Trump a servi à quelque chose de positif, y compris au premier Trump 1, c'est bien de faire prendre conscience aux Européens qu'il fallait qu'ils assurent eux-mêmes leur propre sécurité. Et qu'il ne fallait pas continuer à dépendre... Cette prise de conscience, elle est acquise aujourd'hui, selon vous, monsieur le ministre. Honnêtement, oui. Et le plus difficile, ce qui avait le cheminement le plus difficile à faire, c'était les Allemands. Parce que l'Allemagne a vécu depuis la fin de la guerre, sur trois piliers qui la satisfaisaient bien. Le pilier énergie pas chère avec les Russes, exportation industrielle avec un marché ouvert, les Chinois, et puis on ne dépense pas beaucoup d'argent pour la sécurité, elle est assurée par les États-Unis. Tout ça fait que le modèle allemand, qui n'est pas automatiquement un modèle très qualitatif, quand on repose sur des piliers qui sont aussi incertains. Là, ils ont changé. Le chancelier Merz a eu des propos extrêmement forts. Et je crois que c'est une évolution importante. Et tout le monde, je crois, là, en ce moment, tous les acteurs sont en train de renforcer leur effort de défense. Ça, c'est le premier point. Mais si vous voulez... Oui, on voit que l'amiral voulait rentrer dans le débat. Je voudrais simplement insister sur le choc que c'est aujourd'hui pour nos amis européens dont beaucoup avaient misé une partie de leur sécurité sur les États-Unis d'Amérique. Ce choc, il est moindre pour nous. Évidemment, il nous déstabilise un petit peu aussi. Mais la politique qu'on a conduite, qui est issue de la politique du général de Gaulle, en particulier lorsqu'il a lancé la dissuasion nucléaire, la force de frappe, comme on l'appelait à l'époque, mais c'était une politique qui était basée sur sécurité nationale, autonomie et souveraineté. C'était ces trois principes qui ont dimensionné la force de frappe. C'est ceux qui ont également dimensionné notre défense. Donc on a une dissuasion, on a des forces qui sont très peu dépendantes du matériel américain, même si on connaît tous le cas des catapultes, le cas des AWACS, le cas de quelques pièces pour nos missiles, des drones, effectivement, mais on est très peu dépendant. Et puis on a une industrie derrière, et je suis content de voir ces images qui tournent, une industrie qui est nationale et qui est capable de... Là on parle de souveraineté, de défense. On parle de souveraineté grâce à ces... Oui, on parle de souveraineté. Je tiens quand même à signaler, parce qu'il faut faire de temps à autre des cocoricots, qu'on est aujourd'hui la première marine du monde, et je parle sous le contrôle de l'amiral préfet maritime, on est la première marine du monde en termes de lutte anti-sous-marine. Donc cette politique qui a été conduite par notre pays depuis des années, qui est une politique d'indépendance, une politique de souveraineté technologique, aujourd'hui, elle nous rassure, nous Français. Mais c'est pas le cas, comme vous l'avez dit, c'est pas le cas pour beaucoup de nos partenaires européens. Juste pour compléter ce qu'a dit le ministre, je pense que vous vous souvenez, monsieur le ministre, du sommet de l'OTAN en 2018. Très bien. On avait déjà eu un show Trump. Incroyable. Et les Allemands et les Danois et les Polonais étaient sortis de là complètement secoués en disant mais on n'a jamais vu ça. Mais on n'a jamais vu ça.
Pardon. Je vous coupe, mais parce qu'après ils ont pensé que c'était une fois. C'est qu'une fois qu'on aura un nouveau c'était un dur moment à passer, vivement qu'il s'en aille, etc. Sauf que c'est revenu une deuxième fois. Et c'est pas uniquement Trump, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond américain que l'amiral a évoqué tout à l'heure en début de conversation, qui est un mouvement qui a tendance à se désintéresser des enjeux européens. Trump 1 pouvait être considéré comme une virgule de l'histoire. Oui, mais pas Trump 2, c'est une confirmation de la population américaine. Enfin, Oui, il savait pour qui ils allaient élire, il savait quel était son programme. Et donc vous avez raison de dire ça, c'est un mouvement de fond. Alors, au-delà du côté un peu particulier de Trump dans tout ça, mais le mouvement de fond, il existe. Et donc ça, Trump a rendu ce service de mobilisation financière des États membres. Je pense que de chacun est au rendez-vous maintenant. Mais il y a un deuxième aspect que je voulais souligner concernant les Européens. Parce qu'il peut y avoir débat sur ce point. Moi, je suis intimement convaincu qu'on ne pourra affirmer l'Europe de la défense qu'à l'intérieur de l'OTAN. Alors je sais que ça fait débat, ce non, point-là. Mais je sais, il y a des actes. Alors je parle un peu d'expérience et de connaissance de beaucoup de mes ex-collègues européens. Mais je ne vois pas comment, aujourd'hui, après l'effort politique, idéologique, conceptuel que doivent faire des pays comme les États baltes, comme l'Allemagne, comme la Pologne, concernant le lâchage, entre guillemets, des États-Unis, comment est-ce qu'on peut leur dire on va faire l'Europe de la défense, on va la faire à côté? Ça ne me paraît pas possible. Par contre, la logique, la ligne, c'est d'ailleurs la ligne du président de la République, c'est de dire on va renforcer le pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire que les Européens prennent davantage de pouvoir, voire même peut-être à un moment donné le pouvoir, je vais jusqu'à là, au sein de l'Alliance, parce que c'est un outil auquel nous sommes habitués, parce qu'il y a l'interopérabilité, parce qu'il y a la planification, parce qu'il y a des habitudes de commandement, parce que les acteurs ont l'habitude de travailler ensemble. Bref, tout cela fait qu'il y a le creuset nécessaire. Il y a 32 membres de l'OTAN. Les États-Unis, c'est un. Alors, c'est le plus gros, c'est lui qui met le plus. Mais si les Européens continuent à développer leur effort de défense et qu'ils continuent à développer leur propre présence dans le pilier européen de l'OTAN, alors ça peut beaucoup changer. Ça, c'est mon avis personnel. Merci de le partager avec nous ce soir. Initiative, je ne vois pas comment elle peut aboutir. Et là, il y a eu beaucoup de choses de faites déjà. Mais il y a encore un grand effort à poursuivre. Et si on est dans une dynamique positive, ça devrait marcher. Puis ma troisième remarque concernant l'Europe de la défense, c'est pour ça qu'il faut à la fois être vigilant dans le contexte que nous vivons et ne pas avoir peur. C'est les deux, extrêmement vigilants et ne pas avoir peur si on prend les décisions politiques qu'il faut prendre. Quand je dis nous, les Européens. Parce que quand même, si on réunit le potentiel militaire de la France, l'amiral a rappelé tout à l'heure que nous étions un cas à part, et heureusement qu'on est là comme ça en ce moment, avec tout ce que nous représentons, y compris pour les autres, d'ailleurs. D'où Merz et Tusk aujourd'hui et hier en France. Si on regarde le potentiel militaire de la France, de l'Allemagne qui va changer, qui est en train de changer très vite, de la Pologne qui va devenir une grande puissance militaire en Europe, qui est en train de le devenir, et si on rajoute les Italiens et les Britanniques, parce qu'il faut mettre les Britanniques dans le coup. Ils sont plus dans l'Union européenne, beaucoup le regrettent, et les Norvégiens. Alors, mais par rapport à la Russie, mais on n'a pas peur. Quand on voit en plus ce qu'a fait l'armée russe, la grande armée russe en Ukraine, avec des petits Ukrainiens qui n'étaient pas préparés, qui avaient une armée extrêmement réduite et qui ont réussi à résister, bref. Si on a ces forces-là... La question, c'est la coordination de ces... Et si Trump dit, moi, je mets pas un... Bah non, tu mets pas. On est capable. Il faut qu'on soit dans cette logique-là. Parce qu'autrement... Qu'est-ce qui manque encore, Jean-Yves Le Drian, pour y arriver? On sent dans votre formulation que ce moment n'est peut-être pas encore complètement advenu. Il est en cours. Il ne faut pas se mobiliser uniquement sur le fait de savoir est-ce que la coalition des 4 ou 5 pays qui comptent en matière militaire en Europe sera ou pas présente s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine. Ça, c'est une autre question. Mais la question de fond, est-ce que ces pays-là décident de renforcer leur effort de défense et de travailler entre eux sous forme de pilier européen de la défense au sein de l'OTAN? Là, je crois que ça avance bien. Et on va voir le test au mois de juin. Savoir aussi ce que va dire Trump. Parce que si un pays de l'OTAN
est agressé par un autre, l'article 5 de la Charte, il doit y avoir une solidarité. Jusqu'où? Il n'est pas dit solidarité obligatoirement militaire. Dans le texte de l'article 5, il faut bien lire le texte, il est dit, je crois, y compris par la force militaire. Ce que nous avons fait d'ailleurs, nous, quand il y a eu les Twin Towers en 2001, et nous avons été en Afghanistan en fonction de l'article 5. L'article 42.7, que l'amiral connaît bien, du traité de Lisbonne, est plus exigeant. Parce que l'article 42.7 dit, si un des pays membres de l'Union européenne, à ce moment-là, le traité de Lisbonne, si un des pays membres est agressé par une force militaire, l'ensemble des membres doit répondre par tous les moyens. Et nous avons mobilisé l'article 42.7 pour assurer notre propre sécurité après les attentats de 2015. De 2015. Hein. Et les gens ont suivi. C'était des terroristes. C'est difficile de dire on va rentrer. Comment est-ce qu'on rentre en guerre contre les terroristes? C'est un peu compliqué. Mais c'était cette logique-là. Tous les pays à l'époque nous ont aidés d'une manière ou d'une autre pour montrer le signe symbolique militaire. Il nous reste 10 minutes avant de vous donner la parole pour pouvoir poser aussi vos questions. J'aimerais qu'on poursuive un petit peu ce tour du monde. Alors, il peut être un peu anxiogène et en même temps, il est passionnant. Vous avez évoqué incidemment, pas incidemment d'ailleurs, vous avez souligné la place particulière que joue la Chine, l'un et l'autre. J'aimerais qu'on revienne sur ce potentiel. C'est vrai qu'on n'associe pas forcément la Chine avec la puissance militaire. On pense évidemment à la puissance économique, industrielle. Il y a l'hégémonie territoriale. Elle se traduit aussi par des moyens militaires conséquents, renforcés désormais. Oui, bien sûr. Il y a un chiffre à retenir, c'est que la Chine, encore une fois, a mis le paquet sur sa marine, sur la cyber et sur l'espace. C'est pas un hasard, c'est les 3 espaces communs que j'évoquais. On retrouve les fameux espaces communs. Que j'évoquais tout à l'heure. Là, il n'y a pas de frontières. Il y a un chiffre à retenir, c'est que la marine chinoise construit une fois la marine française, qui est quand même de loin la plus grande marine européenne, une fois tous les 3 ans. Et que la Chine, qui était pas dans le top 8 des puissances navales mondiales en 1990, désormais elle occupe la 2e place et elle en passe de concurrencer. Elle a déjà dépassé la marine des États-Unis en nombre de bâtiments. Elle est encore à la moitié du tonnage parce qu'elle n'a pas développé encore totalement tous ses porte-avions. Je rappelle qu'ils en sont à 4 désormais. À propulsion nucléaire aussi. Un moment où certains en France se posent encore des questions. Je crois avoir répondu à une question là-dessus devant la commission de l'Assemblée nationale. Je crois que le porte-avions reste un outil majeur et que quand on regarde le développement des marines, des autres marines, l'Inde, la Chine, la Grande-Bretagne, alors la Russie c'est un peu différent. Les États-Unis qui ont 11 groupes de porte-avions, le porte-avions reste un outil fondamental. De projection. D'autant plus fondamental pour nous qu'on a des territoires ultramarins et qu'on doit être capable de projeter de la puissance au loin. Pour revenir sur la Chine, je crois que la Chine a un comportement qui est un peu différent de celui de la Russie. Je parle sous votre contrôle, monsieur le ministre. C'est qu'elle pousse doucement. Elle a le temps pour elle. Le temps aussi. C'est une nation du temps long, alors que nos sociétés sont dans l'âge de l'impatience. Nos sociétés, aujourd'hui, c'est des sociétés de très court terme. Elle voit loin et elle voit longtemps. Son objectif, c'est 2049, le ministre l'a dit. Et c'est par hasard, évidemment, la symbolique du chiffre par rapport à... C'est très symbolique comme date, oui. Mais elle veut être la première puissance mondiale, ou au moins l'équivalent des États-Unis à ce moment-là. Ces routes de la soie, c'est un formidable outil d'influence. Soft power. Elle occupe toutes les places vacantes dans les organisations internationales, places laissées vacantes par les États-Unis d'Amérique. Je peux faire une incidente là, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, amiral. Quand Trump renonce à être présent à l'Organisation mondiale de la santé, il ouvre le chemin de la Chine. Il vient de le faire. Quand Trump renonce aux organismes de soutien de soft power américain pour le développement en Afrique en particulier. La place est prise immédiatement. Il ouvre la porte à la Chine. Excusez-moi, je vous ai coupé. Merci de le rappeler. Mais non, mais ça marche comme ça, effectivement. Mais la Chine a une vraie politique d'influence et encore une fois, quand on voit sa manière d'aborder la cyberdéfense ou la cyberwar, comme on dit, c'est pas du tout avec la brutalité de la Russie. Quand ils font c'est encore plus dangereux. Quand ils font de la guerre de l'information, c'est pour vanter leur modèle
et pour dire il y a une alternative au modèle occidental qui s'appelle la Chine et qu'on met à disposition du monde. Donc ils ont une politique, pour moi en tout cas, assez astucieuse et qui mêle à la fois les démonstrations de force. Regardez ce qu'ils font en mer de Chine, hein, c'est quand même un magnifique exemple de politique de fait accompli et d'interprétation du droit international. Mais en même temps, ils ont développé une politique d'influence qui est extrêmement habile. Mais si le Groenland est autorisé, pourquoi Taïwan ne serait pas autorisé? Donc on va revenir je reviens à mes propos de départ. Alors sur Taïwan, juste un petit mot supplémentaire, parce que je m'aperçois quand je fais des conférences sur ces sujets géostratégiques que les gens ont encore une approche très géographique de l'importance des menaces. Quand on prend Taïwan, c'est aujourd'hui 60% des microprocesseurs mondiaux. C'est 90% des microprocesseurs les plus évolués. La mondialisation a gommé l'aspect géographique des menaces. S'il se passe demain quelque chose à Taïwan, le monde entier sera touché. Le monde entier sera touché. Et ça, il faut y faire attention parce que j'entends dire il suffit de protéger la Méditerranée, il suffit de protéger un peu l'Atlantique. Mais non. D'abord, nous sommes une puissance mondiale, géographiquement, et ensuite, ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est l'effet papillon, hein, ce qui se passe à l'autre bout du monde peut avoir un effet direct et immédiat sur nos sociétés. Avec quand même quelques failles dans la Chine, dans le développement de la Chine, heureusement. D'abord, il y a la question démographique. Il est courant maintenant de dire les Chinois seront vieux avant d'être riches. Ça commence à peut-être être une réalité. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un problème majeur financier au sens où la consommation intérieure est en berne. Il y a une crise de l'immobilier très, très forte. Et donc, ça peut se traduire par un inconvénient pour nous, c'est-à-dire la capacité d'absorption par la Chine de la production industrielle n'est pas suffisante. Et comme l'entrée vers les États-Unis va être bloquée, ça peut revenir en agressivité vers l'Europe. D'où la nécessité d'avoir à l'égard de la Chine une position assez claire. Mais les Européens l'ont dit avec, je crois, beaucoup de sérieux. La Chine, c'est notre partenaire, il faut le dire. Je ne sais pas comment on réglera, dans le contexte actuel, l'évolution de la lutte contre le réchauffement climatique si on n'a pas la Chine comme partenaire. Et la Chine va a commencé à s'empresser de dire qu'elle était maintenant le porte-parole le plus important de la lutte contre le réchauffement climatique à partir du moment où les États-Unis renonçaient à ce défi. Et ils le font de manière extrêmement spectaculaire. Donc il faut qu'on travaille avec la Chine sur un certain nombre de sujets. C'est un partenaire. C'est aussi un compétiteur. Donc il faut se protéger. Et puis c'est aussi un adversaire. C'est un modèle politique, idéologique qui est le contraire du nôtre. Donc il faut être à la fois sur ce triptyque-là, parce que la Chine en ce moment est très agréable à notre égard. Très gentille, très... Voilà. Donc méfiance. Oui, pendant un certain temps, on était en difficulté, beaucoup, même l'Union européenne avec la Chine, parce que la Chine voulait disloquer l'Union européenne. Elle traitait chaque pays séparément, parce que les Européens ne souhaitaient pas, en termes commerciaux en particulier. C'est plus le cas, vive l'Europe. J'ai même entendu mon excellent collègue Wang Yi dire récemment, mais c'est pas normal que les Européens ne soient pas présents dans les discussions sur l'Ukraine. Voilà, très gentil. Donc, méfiance. Mais ils jouent leur jeu. Ils jouent leur jeu. Ce qui me tracasse un petit peu, préoccupe un peu dans l'analyse, c'est l'enthousiasme mis par Xi Jinping à se rendre à Moscou, même si je vais du coup passer à un autre sujet et repasser la balle à l'amiral sur le nucléaire. J'ai été frappé. Sur le nucléaire, il y a un grand spécialiste auprès de nous, donc je lui passe la balle volontiers. Mais j'avais été frappé lors de la visite de Xi Jinping à Paris, au mois de mai dernier, d'une déclaration faite par Xi Jinping en arrivant dans un interview dans le Figaro, le matin de son arrivée, sur le thème « On ne touche pas au nucléaire ». Et ça ne nous était pas destiné. C'était destiné à Moscou. C'était après toute une série de rotomondades poutiniennes sur l'usage du nucléaire. Bref, je ferme cette parenthèse-là en disant sur la Chine, il faut avoir cette étude-là, c'est-à-dire être unis politiquement, nous, être armés militairement globalement pour assurer notre force collective européenne, et puis nous défendre économiquement.
Un mot sur la dissuasion nucléaire qui est le pivot de cette défense européenne et singulièrement de la place de la France. Sur la diplomatie vis-à-vis de la Chine, il faut adopter le principe du kangourou, c'est-à-dire soupe sur les pattes arrière. Avec une grande poche aussi. Et s'adapter finalement au changement de positionnement. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, je crois, et c'est vrai militairement, c'est que autant les nations occidentales qui avaient tout inventé au XIXe siècle, Internet, la machine à vapeur, le télégraphe, tout ça, aujourd'hui est concurrencé. Et on est concurrencé sur le plan militaire, on est concurrencé sur le plan économique et on est concurrencé sur le plan technologique. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Non. C'est pas parce que les autres deviennent meilleurs que nous, on devient mauvais. C'est parfois le sentiment que j'ai en lisant quelques médias. On a l'impression qu'on est en train de se déclasser. Non, non, c'est les autres qui sont en train de nous rattraper. Alors, nous, on doit garder nos valeurs, justement. Pardon? Dans ce contexte-là, les valeurs sont essentielles. C'est peut-être le facteur de différenciation qu'on peut trouver. Si le flambeau de la démocratie est par terre aujourd'hui, dépêchons-nous de le ramasser et de le brandir à nouveau. Et on est un dernier bastion, mais celui-là, il faut qu'il tienne bon, parce que sinon, on va aller dans une spirale de conflictualité que personne ne souhaite, en tout cas pas moi. Le nucléaire, la dissuasion. Comment vous voulez... Sur la dissuasion, quoi, européenne Alors, on va commencer par la France. Ce qu'a dit le président de la République aujourd'hui aux Polonais, c'est peut-être le bon biais. Ouais. Alors, on entend beaucoup de choses. Alors, quand on prend la dissuasion nucléaire française, d'abord, elle est française. Elle est nationale. C'est ce qu'a voulu... Oui, il y a la question du bouton. Qui avait le bouton? Il n'y a plus de débat autour de cette question-là. Je vais venir. Le général de Gaulle. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'Europe, on est dans une dissuasion par constat. C'est-à-dire que les intérêts... Alors, on n'a pas encore abordé les intérêts vitaux, sauf avec un pays qui est la Grande-Bretagne, lors de la déclaration des Shakers en 1995, où on a dit que les intérêts vitaux de l'un ne pouvaient pas être engagés sans que les intérêts vitaux de l'autre le soient également. Donc avec la Grande-Bretagne, on a été très loin. On n'a pas réussi à aller aussi loin avec l'Allemagne, et le traité d'Aix-la-Chapelle, à cet égard, a été une petite déception. Mais en tout cas, pour des raisons multiples de politique interne, de positionnement vis-à-vis des États-Unis, etc. Donc on est dans une dissuasion aujourd'hui qui est par constat, et comme l'a dit le ministre tout à l'heure, ça a été répété par tous les présidents de la République. J'ai encore en tête les déclarations de Mélic en 92. Le discours de Istres, dont vous vous souvenez, de Hollande, le discours de Macron à l'école de guerre, c'était pareil. Et le dernier discours du président de la République devant l'école de guerre le 7 février 2020, c'était de dire les intérêts vitaux ont une dimension européenne. Donc, la France a l'arme nucléaire. Cette arme nucléaire concourt à la sécurité de l'Europe. À l'autre bout du spectre, on a ce qui a été évoqué, mais qui en réalité n'a jamais été dit, moi je ne l'ai pas interprété comme ça, c'est la dissuasion partagée. Ça, il faut oublier. Enfin, il n'y aura pas 27 boutons, il n'y aura pas partage, cette dissuasion, elle restera nationale. Et je ne crois pas qu'un jour, sauf avoir un État fédéral européen, on n'y est pas encore, qu'on puisse arriver à cette dissuasion partagée. Entre les deux, on peut avoir la dissuasion étendue, c'est-à-dire comme on l'a fait avec les Britanniques, c'est-à-dire demander aux partenaires européens qui est intéressé pour discuter de notre dissuasion. Puis en allant un cran plus loin, on peut avoir la dissuasion élargie, c'est-à-dire avec des pays européens qui ne possèdent pas le bouton, encore une fois, il restera, ce qu'on appelle le bouton nucléaire, il restera français, mais on peut avoir de l'accompagnement dans les raids aériens, par exemple, c'est ce qu'on appelle SNOCAT dans l'OTAN. On peut avoir des choses comme ça. Mais on n'y est pas. Moi, alors, la dissuasion par constat, on y est. Et c'est déjà beaucoup. Et là, l'article 42.7 du traité de l'Union européenne de Lisbonne nous engage aussi, puisqu'on doit porter assistance à quelque chose. Là où on n'y est pas encore, c'est que, alors là, dans le domaine de la dissuasion, il ne faut surtout pas commencer par le bas. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas commencer à expliquer comment on va partager les moyens sans avoir discuté de ce que doivent être les intérêts vitaux européens. Là, ce travail n'a pas encore été complètement abouti ou partagé, ce travail de définition des intérêts vitaux européens. On a commencé à travailler sur les intérêts stratégiques dans la boussole stratégique. Et c'était vraiment une avancée sous
sous la présidence française de l'Union européenne, on a commencé à réfléchir. Mais il faut aller beaucoup plus loin maintenant. C'est-à-dire qu'il faut parler des intérêts stratégiques, peut-être des intérêts vitaux, mais il faut commencer par faire un projet politique avant de commencer à aborder le côté militaire de la dissuasion. Merci beaucoup pour cette analyse. Je regarde l'heure, je suis aussi gardien des horloges de cette soirée. Je pense qu'il va être temps de rallumer un peu la salle et sans doute de vous passer les micros pour accueillir des questions. On a déjà abordé beaucoup de thèmes. On n'a évidemment pas traité toutes les questions qui se rapportent à l'effort de défense, comme l'intitulé de cette soirée. C'est toujours la première question qui est la plus difficile dans la salle, mais je vois déjà des mains qui se lèvent, alors c'est formidable. Plusieurs de mains qui se lèvent. Madame devant moi, monsieur ici. Un lieutenant de vaisseau, commandant, voilà. Capitaine de corvette, je vais y arriver. Merci de votre aide. Madame, dans cette allée-ci, demande la parole. Il y a quelqu'un ici aussi. Et bien voilà, le premier est servi. Et madame, levez bien la main, on vous apporte le micro. Et il y a peut-être la gentillesse de vous présenter, de dire qui vous êtes et à qui s'adresse votre question, si c'est plutôt à l'un ou à l'autre de nos deux intervenants. Merci à vous. Oui. 1, 2, 3, oui. Ça fonctionne, on vous écoute. D'abord, je dis merci pour cette réunion et pour ces propos qui sont vraiment j'ai envie de dire, qui font presque du bien. Enfin, du bien, c'est pas le mot qu'il faut employer, mais je suis presque ému, vous voyez, d'entendre tous ces propos dans cette situation du monde qui est si compliquée. Je voulais simplement, une petite question, enfin j'en avais plusieurs, mais on n'a pas parlé de la Palestine et d'Israël. Bon, ça m'a un petit peu surpris, mais bon, il y avait déjà tant à dire sur d'autres domaines. Et la deuxième chose, c'était, je suis de Crozon, vous voyez, et quand j'étais enfant, je jouais à l'île Longue. Vous voyez, donc j'ai joué enfant à l'île Longue qui n'était pas encore dans cette militarisation. Et étant de la presqu'île, je voulais vous dire, est-ce qu'un homme comme M. Poutine, pour qui j'ai l'impression qu'il n'y a que la force qui compte, est-ce que c'est vraiment la dissuasion nucléaire qui fait qu'on peut, j'ai envie de dire, se sentir en sécurité globalement? Est-ce qu'il comprend la dissuasion nucléaire? Merci. Deux questions dans votre interrogation. Je prends la Palestine et vous prenez la Palestine, monsieur. L'amiral prend Poutine. Et voilà. Il y a une répartition, vous voyez. On y va. Question pas facile, Jean-Yves Le Drian, sur cette place-là. Relativement simple. Facile. Pour moi, c'est simple. Mais même si c'est grave. Le pogrom, je l'appelle comme ça, du Hamas, a mis l'ensemble de la région dans une situation dramatique. Il faut rappeler en permanence les origines. Le Hamas, organisation terroriste. Et c'est parce que je dis ça que je considère que la politique de Netanyahou aujourd'hui est suicidaire. Je dis les deux en même temps. Et je parle en mon nom. Elle est suicidaire sur le long terme pour Israël. Parce qu'un peuple qui n'a plus de destin, plus aucune perspective, comme c'est le cas aujourd'hui pour le peuple palestinien, à ce moment-là, il tombe, il retrouvera la violence et il retrouvera la logique des attentats. Donc, Israël est rentré dans une logique de guerre perpétuelle qui est tout à fait condamnable, mais comme Netanyahou est porté par une espèce d'hubris soutenu par l'hubris du président Trump, on est devant des risques lourds. Je le dis, voilà, pour la situation. La seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de trouver les formes d'une solution à deux États, chacun respectant la sécurité de l'autre, par des engagements clairs, pris avec des garants. Et c'est la position que la France défend depuis le général de Gaulle, et qui est toujours reprise aujourd'hui, et qui est à l'origine de l'initiative prise par le président de la République sur une rencontre avec les Saoudiens qui se tiendra à New York le mois prochain pour essayer d'avancer dans cette direction. Je dis ça parce que c'est toute la région qui est aujourd'hui en situation de risque et de menace. Jamais, c'est valable aussi pour Trump, jamais l'Arabie Saoudite, mais jamais non plus les Émirats, n'aboutiront à un accord renforcé avec les États-Unis et à une reconnaissance d'Israël, ce qui n'est pas le cas pour les Émirats, mais c'est le cas pour l'Arabie Saoudite, tant que cette question-là ne sera pas réglée. Il ne faut pas se tromper. Et au-delà de cela, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'Iran, je ne vais pas trop me répondre sur la question palestinienne, mais il y a aussi la question iranienne.
qui est aussi une question qui rend la situation de la région extrêmement, extrêmement difficile. La semaine prochaine va être extrêmement déterminante puisque le président Trump se rend en Arabie Saoudite. Et comme par hasard, les Iraniens sont aujourd'hui en Arabie Saoudite, alors que on considérait qu'ils avaient des relations très, très conflictuelles pour sans doute préparer des arguments ou essayer de se mettre d'accord sur une logique, y compris peut-être sur la question palestinienne. Mais sur le fond, je pense là, très profondément, il n'y a pas d'autre alternative. C'est le plan arabe aussi, il y a un plan arabe qui a été publié il y a peu de temps pour sortir de la crise, mais pour l'instant, on est en plein dedans. Avec des risques et des menaces de liens, si d'aventure il y a un renforcement de la partie la plus radicale de l'Iran, ça peut aussi aboutir à des perturbations lourdes et des menaces lourdes dans la région. Merci pour la clarté de cette réponse. Est-ce que Poutine a peur de la dissuasion nucléaire française? C'était un peu la question de monsieur. Je l'ai reformulée. Oui, alors d'abord, l'île Longue, rappelons-nous, elle a été construite en 5 ans. Ça laisse rêveur quand même, quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'on a à amener des projets. Là, avec la volonté qu'avait le général de Gaulle, on a bâti les SNLE en 10 ans et la base opérationnelle de l'île Longue en 5 ans. Ça veut dire que quand notre peuple a la volonté de faire quelque chose, ça débouche. Je voudrais juste aussi dire que le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, j'ai eu la chance d'en commander un, c'est l'objet le plus complexe au monde. C'est une base de lancement spatial qui trimballe à côté d'une centrale nucléaire, tout ça au milieu d'une ville et qui évolue à plusieurs centaines de mètres sous l'eau. 1 million de pièces. C'est largement... ça dépasse tous les objets qu'on est capable de le faire. Il y a 4 pays au monde qui sont capables de faire ça. La Chine, les États-Unis, la Russie et nous. Et pas la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne prend en particulier ses missiles américains. Donc quand j'entends dire que nous ne sommes plus une grande puissance technologique, parfois, si, nous le sommes, et la démonstration est faite dans beaucoup de domaines. Quel est l'autre pays qui est capable d'avoir un accès à l'espace? Quels sont les autres pays qui ont une compagnie aérienne qui rivalise avec la première compagnie mondiale, enfin, etc., etc. Pour revenir sur votre question, parce que ça, je tenais à le dire, parce qu'il y a de temps en temps dans notre pays une espèce de petit misérabilisme ambiant sur le fait qu'on serait plus capable de rien faire. L'autoflagellation est parfois un sport national. Ah ouais, mais c'est un peu pénible. C'est un peu pénible quand on a vu de l'intérieur ce qu'on était capable de produire en termes technologiques. C'est vraiment, je pense qu'il faut là aussi garder raison et se réveiller. Enfin bref, sur l'affaire, vous avez tout à fait raison. Mais la dissuasion, je rappelle que la dissuasion à la française n'est pas faite pour faire la guerre. La dissuasion à la française, elle est faite pour empêcher la guerre. La France a toujours dit qu'elle n'utilisera pas l'arme nucléaire comme une arme de bataille. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui disent « Ah oui, mais il faudrait refaire du nucléaire tactique ». Je dis « Mais le jour où une bombe nucléaire va exploser, quelle que soit la force de la bombe nucléaire, ça va partir en escalade. » Donc il faut refuser l'emploi de la force nucléaire. Pour autant, pour pouvoir empêcher la guerre, il faut qu'on soit crédible. Pour être crédible, c'est tout ce qu'on fait. On a une crédibilité technologique, je vais vous l'expliquer. On a une crédibilité opérationnelle. L'amiral en parlera mieux que moi. Et on a une crédibilité politique. C'est-à-dire que c'est la constance dans la politique de notre pays qui nous permet encore d'avoir la dissuasion et encore une fois d'être l'un des 4 pays au monde qui soit capable d'avoir cette capacité de frappe en second par l'intermédiaire de nos sous-marins nucléaires. Alors, est-ce que ça suffit? Non. Non, mais personne n'a jamais dit ça. La dissuasion, encore une fois, c'est fait pour empêcher la guerre et c'est fait pour protéger nos intérêts vitaux en menaçant un potentiel adversaire de dommages inacceptables pour lui. Alors là, je voudrais répondre à l'ambassadeur de Russie en France qui régulièrement moque notre nombre d'armes nucléaires. Nous, on n'a pas pour ambition de détruire 25 fois la planète. On n'a pas besoin de 1500 têtes nucléaires pour faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est leur faire, à tous nos adversaires potentiels, leur faire suffisamment peur pour qu'on puisse protéger nos intérêts vitaux. Mais il faut en même temps avoir des forces conventionnelles robustes, parce que ça ne peut pas fonctionner en tout ou rien. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on protège que les intérêts vitaux, et le reste, on s'en fiche.
Donc il faut que, c'est ce qu'on appelle l'épaulement des forces de dissuasion par les forces conventionnelles, qui doivent être robustes. Et puis, je dirais même maintenant qu'il doit avoir un deuxième épaulement vis-à-vis des stratégies hybrides, vis-à-vis de la conflictualisation des espaces communs. Et ce deuxième épaulement, c'est la résilience de la nation et de l'État. Donc il faut que... C'est une espèce de triptyque, finalement, avec la dissuasion qui sert de clé de voûte. Et puis ensuite, il y a deux pieds qui viennent la compléter, qui sont les forces conventionnelles, encore une fois, qui doivent être robustes pour éviter un contournement de la dissuasion par le bas. Et puis la résilience de l'État, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les stratégies hybrides peuvent déstabiliser les sociétés et mettre tout par terre, en réalité. Donc c'est cette espèce de triptyque-là qu'il faut arriver à articuler parfaitement. Merci beaucoup, Amiral. Madame, demandez la parole. Elle a le micro. On vous écoute, madame. Oui, bonsoir. Emmanuel Trocadéro, je suis responsable de l'association Unis pour l'Ukraine 56. Donc je suis très contente d'avoir pu voir sur la page d'accueil de cette soirée une image qui fait le parallèle entre l'Orient et une ville ukrainienne qui est détruite. Demain, nous serons à la cérémonie avec des soldats ukrainiens qui ont été amputés et donc qui seront à la cérémonie demain matin. Et eux nous disaient hier qu'ils étaient très peu optimistes, qu'ils étaient un peu à bout de souffle et qu'ils étaient fatigués. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire et qu'est-ce que vous leur diriez si vous les aviez en face de vous? Qu'est-ce que vous ressentez et comment on se sort de ce conflit en Europe qu'on croyait... personnellement, je ne pensais jamais vivre une guerre en Europe et donc comment on se sort de ce conflit? Merci. Merci pour votre question. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, madame, hein, je pense que Poutine n'arrêtera pas sur l'Ukraine. Sauf par rapport à un rapport de force d'épuisement éventuel. Et donc, il n'y a pas... Moi, je ne crois pas à... autant je crois à un cessez-le-feu, et à la nécessité d'un cessez-le-feu, qui a d'ailleurs été proposé ce matin ou hier soir aux deux parties, que Zelensky a accepté. Et on attend la réponse de Poutine. Là, maintenant, c'est le président Trump qui aurait proposé ça, si mes informations sont justes, de la journée. Mais je pense que sauf à négocier avec Moscou sur les conditions de Moscou, le cessez-le-feu permettra sans doute une négociation, mais seuls les Ukrainiens doivent dire là où ils veulent négocier ou pas négocier. C'est de la responsabilité des Ukrainiens. Parallèlement à ça, nous devons poursuivre notre effort. C'est notre effort d'accompagnement de la consolidation de l'industrie militaire ukrainienne, notre effort de soutien aux armées, à l'armée ukrainienne, ce qui est fait, ce qui est engagé, ce qui est lourd, ce qui est important, ce qui sera significatif et qui peut éventuellement se poursuivre indépendamment des États-Unis, puisque notre contribution globalement des Européens est au même niveau que celle des Américains, et pour continuer à pousser et à soutenir l'Ukraine, y compris financièrement, en dehors des aspects strictement militaires. C'est comme ça les Ukrainiens pourront tenir. Je sais qu'ils sont à bout de souffle, mais c'est quand on est à bout de souffle qu'on a besoin d'un coup de main supplémentaire. Je pense que les Européens, normalement, devraient se réunir demain à Kiev pour réapporter à l'Ukraine le soutien politique et moral dont elle a besoin et qui est absolument indispensable. C'est pas rien que demain, il y ait à la fois le chancelier allemand, le Premier ministre polonais, le président français et le Premier ministre britannique qui sont ensemble à Kiev pour apporter leur soutien. Vous vouliez compléter la réponse, merci. Oui, moi je vais parler en militaire. Je crois que... Alors, on a toutes les chances de voir un conflit gelé pour quelques années. En tout cas, je n'observe pas l'effondrement qui avait été... un conflit gelé, c'est un conflit qui dure, mais qui n'est pas terminé, c'est ça? Oui, c'est le Haut-Karabakh pendant des années, c'est la Corée, enfin, etc. Mais en tout cas, on n'assiste pas aujourd'hui à l'effondrement annoncé par la désinformation russe de l'armée ukrainienne, et il continue à mettre encore des coups aux Russes. Il y a eu encore une attaque par drone naval avant-hier, je crois, assez forte de la part des Ukrainiens. Mais ce qui fait tenir une armée, c'est la volonté, et Dieu sait si les Ukrainiens l'ont pour défendre leur territoire, mais c'est aussi le fait d'avoir une base arrière. La base arrière de l'Ukraine, aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est l'Europe.
c'est les États-Unis aussi, mais on voit ce que ça donne, mais c'est l'Europe. Donc le meilleur service qu'on puisse rendre aux soldats ukrainiens pour qu'ils continuent à se battre avec la volonté acharnée et le courage incroyable dont ils font preuve, c'est de leur dire votre base arrière, elle est là. Et elle sera là dans la durée. Et on vous accueille. Pardon ? Et on vous accueille. Et on vous accueille. Merci beaucoup, amiral. Monsieur, vous demandiez la parole, le micro est à vous. Joël Cochet de l'Annester, donc ma question s'adresse à Jean-Yves. Et bien qu'on ait eu un maire à l'Annester qui s'appelait Pierre Rogel. Bien qu'on ait eu un maire à l'Annester qui s'appelait Pierre Rogel. Pierre Rogel, voilà. Et alors, votre question Alors, la question, c'est l'Europe n'existe pas. Quand je dis l'Europe n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas essentialiser l'Europe. C'est une somme d'agrégats de pays avec des difficultés, avec un tropisme souvent vers l'ultra-droite qui, du coup, refait un tropisme trumpien. Et donc, il y a des difficultés en Europe à être unis. En revanche, ma question, c'est surtout ma crainte de la civilisation de l'Afrique. Et de facto, la Chine deviendra jeune au travers de l'Afrique. Et par ailleurs, quid du Japon ? On n'entend jamais parler du Japon. Ça fait beaucoup. Plusieurs questions dans une question. Japon, Afrique. Sur l'Europe, qu'on soit bien clair. Moi, j'entends régulièrement dire l'Europe va se désunir. Mais elle ne s'est pas désunie. On a dit ça quand les Britanniques ont voulu quitter l'Union européenne. On a dit, vous allez voir, c'est le début du commencement de la fin. On n'a rien vu. Au contraire, ce qu'on a vu, c'est le fait que les Britanniques veulent revenir. On a dit, à un moment donné, jamais les Européens vont pouvoir affronter la crise du coronavirus ensemble. Ben, si, on l'a fait. Et au contraire, on l'a avancé de manière très significative, à tel point qu'on a emprunté ensemble, qu'on a eu des financements communs sur les engagements liés à la recherche de vaccins, etc. On a dit, les Européens vont se diviser sur la question ukrainienne. Jamais. Alors, évidemment, il y a Victor qui, de temps en temps, rouspète. Mais ça fait partie du personnage. Mais vous l'avez vu voter contre ? Jamais. Donc, qu'on arrête de dire, les Européens sont fragiles. L'Europe, c'est un ensemble de 27 pays qui ont chacun leur histoire, chacun leur propre problématique intérieure qu'il faut respecter. Et sur les engagements de fond, depuis 10 ans, 12 ans maintenant, moi je n'ai jamais vu les failles, même si il faut souhaiter que ça aille plus vite et mieux dans un certain nombre de domaines dont on n'a pas encore parlé, mais peut-être qu'on parlera tout à l'heure. Donc voilà pour l'Europe, pour aller vite. Mais quand même, arrêtons de nous taper dessus. Ils ne veulent que ça, hein, et Trump et Poutine. Ils ne veulent que ça. Et ils font tout pour ça par des mécanismes dont parlait tout à l'heure l'amiral, pour déstabiliser à l'intérieur et faire en sorte que les Européens se séparent et qu'ils aient certains des alliés ou des relais avec soit l'un soit l'autre. Sur l'Afrique, on n'en a pas parlé, c'est un sujet majeur, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises et beaucoup d'influences. Vous avez parlé des Chinois, il y a les Chinois, mais il y a aussi les Russes, on est bien placé pour le savoir, et puis il y a aussi les Turcs, et en partie aussi les Émiratis. Mais tous ces acteurs-là, plus les Européens, sont aujourd'hui pas beaucoup les Américains, qui s'en sont désintéressés historiquement, qui se sont désintéressés beaucoup de l'Afrique. C'est un continent majeur pour les décennies qui viennent. Aujourd'hui, 1,5 milliard d'habitants. En 2050, 2,5 milliards. Et normalement, si ça continue comme ça, 4 milliards à la fin du siècle. Vous voyez ce que ça veut dire ? Donc, si on n'y prend pas garde, ce continent va échapper à tout le monde, y compris aux Africains eux-mêmes. Regardez ce qu'on ne dit pas beaucoup, l'ampleur des dégâts que provoque la guerre au Soudan actuellement, avec des dizaines de milliers de morts dont on ne parle pas, mais ce conflit est absolument horrible. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation spécifique entre l'Europe et l'Afrique. Et qu'on puisse faire en sorte que les Africains assurent eux-mêmes leurs propres responsabilités. La question principale, c'est entre autres l'électrification de l'Afrique, qui est un sujet lourd, mais il n'y a pas que celui-là.
avec des pays qui aujourd'hui commencent à prendre des responsabilités et qui ont besoin de les prendre parce que demain, par exemple, le Nigeria qui a 250 millions d'habitants aujourd'hui, va en avoir 500 millions en 2050. Donc l'enjeu africain, il est très lourd et il nécessite, je pense, une collaboration extrêmement forte entre l'Europe et les Africains, ce qui a commencé à se faire et ce qui doit se renforcer de manière, j'espère, considérable dans l'avenir. Le Japon est interrogatif, je ne suis pas spécialiste du Japon, mais le Japon est interrogatif sur la position de Trump, parce qu'il considérait être le meilleur allié des États-Unis, or ils sont traités comme moins que rien. Le Japon est interrogatif aussi sur sa capacité à se défendre, parce qu'il y a des engagements pris par le Japon à la fin de la guerre 39-45, comme quoi l'armée japonaise ne devait pas être une armée d'intervention, c'était une armée de protection intérieure des citoyens. Il se repose cette question aujourd'hui, ce qui est un peu juste et un peu normal en raison de la montée en puissance de la Chine dans la région. Et puis, c'est un pays qui est ami de la France, donc on a des relations extrêmement étroites avec lui. Le maire de Lorient a reçu récemment l'ambassadeur du Japon à Paris, donc c'est même des amis de Lorient, pardon ? À Lorient, oui. Non, pardon, à Lorient, oui. Donc même le Japon est ami de Lorient, vous voyez. Vous vouliez compléter, Amiral ? Oui, sur l'Afrique, c'est pas parce que la France ferme ses bases en Afrique, ou une partie de ses bases en Afrique, qu'on va quitter l'Afrique. Ça n'est pas vrai. Je crois que la fermeture des bases correspond au changement de mentalité qu'on doit avoir près de l'Afrique, et on doit avoir un changement de mentalité sur 2 points. Le premier point, c'est que quand on parle de l'Afrique, on avait toujours tendance à considérer que c'était les précarés d'un certain nombre de puissances par l'histoire. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est mondialisée. Le ministre l'a dit. Beaucoup d'acteurs sont en Afrique parce qu'il y a des minéraux, parce que je pense d'ailleurs que les Africains vont apprendre parfois à leurs dépens que finalement la France n'était pas si mal que ça. Mais en tout cas, il y a un intérêt et il y a une mondialisation de l'Afrique qu'il faut accepter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde concurrentiel désormais. C'est-à-dire que les précarés, c'est fini. Les gens iront vers ceux qui leur sembleront le mieux pour eux. Et puis le deuxième point concernant l'Afrique, moi ça m'a beaucoup frappé dans les fonctions que j'ai eues, à la fois comme patron des opérations interarmées, le MA, et comme chef d'état-major de la marine, c'est qu'il ne faut jamais oublier l'âge médian de l'Afrique aujourd'hui. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le choc démographique. L'âge médian de l'Afrique, ça doit être quelque chose comme 18 ans. Pour des pays comme le Niger, c'est 14 ans. L'âge médian, ça veut 50% dire... 50% en dessous, 50% au-dessus, c'est ça. L'âge médian, ça veut dire que plus de la moitié de la population est en dessous de cet âge-là. Et donc il faut, je pense, c'est un avis tout à fait personnel, changer de manière de parler à l'Afrique, de parler à une génération qui avait été éduquée dans les écoles françaises, il faut parler à la jeunesse africaine. C'est tout le talent de Wagner, et Dieu sait si j'aime pas cette milice. Wagner, c'est pas le compositeur, hein, on est d'accord. C'est pas le compositeur, non, Wagner, c'est la milice de Prigogine. La milice de feu Prigogine. De feu Prigogine. Et qui faisait feu aussi. Qui multiplie les dessins animés pour enfants. Il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle l'éléphant, les hyènes et l'ours. Alors l'éléphant, c'est la Centrafrique. Les hyènes, je vous laisse deviner qui c'est celles qui viennent mordre les pattes de l'éléphant pour lui voler sa nourriture. Et puis, de dépit, l'ours. L'éléphant centrafricain est obligé de faire appel à l'ours qui vraiment ne voulait pas venir, mais qui est obligé de venir pour... C'est un dessin animé de 14 minutes. Ça frappe la jeunesse. Une jeunesse qui est hyper connectée aussi. Faut pas l'oublier. Donc il faut qu'on apprenne, il faut qu'on réapprenne à parler à l'Afrique avec ce prisme-là. Et à sa jeunesse. Et par le prisme de la jeunesse. Merci. Sur le Japon, pardon, oui, juste un mot. L'attitude aujourd'hui de Vladimir Poutine qui mélange dissuasion et intimidation, l'attitude de Donald Trump qui laisse planer le doute sur la fiabilité de son engagement au profit de l'un et l'autre, parce que vous avez raison, monsieur le ministre,
on parle de l'Europe, mais c'est le même cinéma en Australie, c'est le même cinéma au Japon, c'est le même cinéma partout. Et ça va amener quelque chose dont on veut absolument pas, qui s'appelle la prolifération nucléaire. Les deux. Et moi, je suis frappé de voir au Japon aujourd'hui que le tabou de l'arme nucléaire est tombé. Oui. Et ça me fait très peur. Ça me fait très peur, parce qu'évidemment, ils sont la Corée du Nord, en phase 2, et ils se disent, mais finalement, est-ce que les Américains viendront bien pour nous défendre? Et là, il faut qu'on fasse tout pour éviter cette prolifération nucléaire et qu'on reste dans le TNP, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses vertus. Hein. Je rappelle qu'on a descendu le nombre de têtes nucléaires grâce au traité de non-prolifération considérablement dans le monde. Et que là, d'ailleurs, la France était plutôt un bon élève en termes de désarmement. Donc il faut qu'on fasse très... Moi, je pense que c'est un de mes points de préoccupation, c'est ce danger de la prolifération nucléaire aujourd'hui. Mais le TNP est en danger en raison du comportement de Trump, mais aussi en raison de risques iraniens. Le traité de non-prolifération. Le traité de non-prolifération, ça veut dire que les 92 qui ont signé le traité de non-prolifération, ça veut dire que les 5 pays dotés essayent d'engager un effort de diminution de leurs propres armements et que les 5 pays dotés se refusent d'aider des pays non dotés à avoir l'arme nucléaire, et en plus que l'arme nucléaire ne doit pas dépasser les 5 pays dotés. Ce n'est pas le cas tout à fait, puisqu'il y a à la fois l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, et ont dit qu'ils avaient l'arme nucléaire, et Israël, dont chacun sait qu'ils doivent la détenir. Et la prolifération, c'est le risque majeur. Moi, je suis d'accord avec l'amiral. C'est ce sur quoi il faut se battre de manière la plus exigeante, la plus vigilante possible. D'où l'importance de l'Iran, de la question iranienne. Parce que si l'Iran accède à l'arme nucléaire, à ce moment-là, il y a une prolifération accélérée qui va se développer, parce que l'Arabie saoudite va dire « Eh ben, et pourquoi pas moi, puisque de toute façon, mon voisin là, il me met en danger. » Et à ce moment-là, il y a une prolifération grave qui peut se développer. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous demandiez la parole. Mes respects, monsieur le ministre. Mes respects, amiral, capitaine de corvette Antoine. Vous nous avez parlé de la force des empires qu'ont le temps, et la démocratie l'a pas. Quelles sont les ressources des modèles politiques des démocraties? Est-ce qu'il faut repasser au septennat pour être meilleur? Comment est-ce qu'il faut que nos démocraties évoluent pour résister face à ces empires? Merci. Merci pour cette question qui sonne presque comme une conclusion. C'est presque comme une conclusion, parce que moi, ce qui m'a... Il y a un point qui a été évoqué par l'amiral Rogel tout à l'heure, qui me paraît tout à fait essentiel, où il articulait dissuasion avec résilience de l'État. Et honnêtement, le combat que nous avons à mener, nous citoyens, c'est le combat pour la résilience de notre cohésion. Parce que la cohésion de nos pays, c'est aussi une arme. Et si d'ailleurs des acteurs extérieurs essayent de semer des zizanies par différents moyens, fausses informations, manipulation informatique, etc., c'est bien pour faire en sorte de fragiliser les démocraties. Donc le combat pour la résilience de la démocratie dans nos pays est aussi le combat pour notre propre sécurité. C'est ça qu'il faut se dire. Le risque que l'on peut voir apparaître aux États-Unis en particulier, c'est une conception de ce qu'on appelle les démocraties libérales. C'est-à-dire que le leader est élu, mais ensuite il reprend tout le pouvoir pour lui. Et il y a une relation directe entre celui qui est élu et l'ensemble du peuple dans une forme de démocratie autoritaire qui est le contraire de la démocratie. C'est ce qui risque d'arriver aux États-Unis s'il n'y a pas des pare-feux qui sont mis suffisamment tôt, qui peuvent être mis par les juges, qui peuvent être mis aussi par les opposants ou les démocrates sincères qui existent aux États-Unis, qui est quand même jusqu'à présent la démocratie de référence. Et pour notre pays et pour les Européens, c'est ça l'enjeu. Et c'est maintenir notre cohésion, ça n'empêche pas les divergences politiques, et maintenir nos cohésions fondamentales sur les principes et les valeurs. Merci, monsieur le ministre. Amiral Rogel. Oui, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Je crois que, alors même si mon expérience, qui est celle du ministre également, des attentats, de la crise Covid, etc., montre que lorsqu'il s'agit de faire nation, si je puis dire, ça répond bien. C'est-à-dire que malheureusement, c'est pas seulement dans les moments de crise qu'il faut faire nation. On m'a interviewé
devant la commission de la Défense sur l'une de mes lectures préférées qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» d'Ernest Renan, où finalement il explique bien que être une nation, eh bien, c'est de la diversité, mais basé sur une histoire commune et surtout une volonté de réfléchir ensemble sur un futur commun. Il faut qu'on ait cette réflexion-là et qu'on amène sans doute notre jeunesse à plus réfléchir sur la notion de nation. Aujourd'hui, ça me fera passer que je vois beaucoup de nos concitoyens qui réfléchissent d'abord par les droits qu'ils sont en mesure d'exiger de l'État, mais plus tellement en termes de devoirs vis-à-vis de la nation. Or, ce n'est pas l'État qui nous fera survivre dans le futur, c'est la nation. Et ça, il faut vraiment qu'on y soit attentif et il faut qu'on soit, comment dire, plus intrusif probablement dans l'éducation de nos jeunes pour leur rappeler ce que c'est une nation et leur rappeler que c'est ça qui nous permettra de survivre dans le futur. Devoir de mémoire, c'est aussi de ce dont il sera question demain à Lorient. On arrive au terme de cet échange, je crois qu'on aurait pu le prolonger encore longtemps. On va évidemment vous applaudir tous les deux, vous remercier aussi pour la spontanéité, la sincérité et la qualité de vos analyses partagées ce soir avec nous. Voilà, il y a des applaudissements qui valent approbation, visiblement. Merci aussi pour votre qualité d'écoute et votre participation à cet échange. J'invite à présent le contre-amiral Samuel Majou, qui est le commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos et commandant de la marine à Lorient. Il vous revient de conclure cette soirée. Amiral, c'est à vous. Normalement, les micros vont s'allumer comme par enchantement. Si vous vous rappelez. Parlerez fort, sinon... Voilà, on va vous donner... Normalement, le pupitre est sonorisé. Merci, amiral. Toujours vif. Alors, peut-être pas vous rapprocher trop des micros, à moins qu'on les coupe, l'école de signe. Je parle à la technique, merci, oui. Merci, monsieur le ministre et amiral, de ces éclairages absolument complets et très précis sur ce que nous pouvons utiliser l'école de signe, ça va être mieux. Oui. Excusez-moi, amiral, merci. Sur ce qui pourrait nous attendre demain. Ça aurait pu nous inquiéter. Finalement, ça a réveillé notre combativité. C'est très bien. Pour faire face à ces périls. Le monde d'avant a disparu. Le monde actuel est plus conflictuel. Il est imprévisible. La France est davantage seule, mais elle n'est pas seule. Elle a des alliances solides, mais elle a aussi des responsabilités qu'elle doit porter fermement pour défendre ses intérêts et ceux de ses alliés. Mais aussi pour défendre sa pérennité sur le long terme, sa survie en tant que nation. Vous l'avez dit à la fin. Et donc pour ça, il faut faire corps. Et là, c'est la cohésion sans doute qui est le maître mot pour conclure cette conférence. La cohésion nationale, le développement des forces morales, l'acculturation à l'esprit de défense qui doit irriguer notre société pour justement que les armées, les services de l'État qui sont en première ligne, les services de l'État qui concourent à la défense de nos intérêts, à la défense de notre modèle de société, de nos valeurs au quotidien, eh bien, soient soutenus par une société solide qui connaissent les enjeux et qui soient prêtes, que chaque citoyen soit prêt, chacun à sa place, à jouer son rôle, à apporter une pierre à la défense de la nation et de nos intérêts. C'est sans doute l'enjeu des 10 prochaines années et sans doute aussi un bon thème pour une conférence prochaine ici au Palais Tégonré de Lorient. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir organisé ce rendez-vous. Merci, amiral. Merci pour ces propos. Bon dîner demain et à bientôt.